La Tronche en live. L'émission de l'esprit critique, en direct et en public, avec Vlad Tapas et Assermandax. Oui, voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, petit détail, pour ceux qui sont en direct, vous n'aurez que le son parce qu'on a un problème de connexion. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Ce soir, je serai avec notre invité. Il n'y aura pas Vlad Tapas. Il n'est pas là. Est-ce que vous pourriez lui envoyer votre amour à Vlad Tapas là maintenant? Merci. Il prend tout. Il vous enverra la monnaie. Et donc, je laisse la parole à Loki qui va lire l'éditorial ce soir pour vos oreilles ébahies. À mon tour de souffrir. Du coup, nous, un pénitent curieux qui voudrions tout savoir, dans notre élan archi-obstiné à tout comprendre, mesurons l'immensité de notre ignorance aux idées que nous avons sans pouvoir les sourcer, mais aussi à la fragilité des sources, à leur turbidité, aux incertitudes de leurs contours. Car de source, il est toujours question dans le périlleux exercice de la compréhension du monde. En latin, source se dit origo. Et d'un seul coup, vous comprendrez que cet éditorial est bien celui qui était prévu pour cette émission et pas un malencontreux mélange dans ces deux fiches. L'origine de nos connaissances est forcément en question lorsqu'on s'aventure à enquêter sur l'origine des choses. L'ironie ne peut vous échapper, j'en suis sûr, que nous soyons tous ici de ces choses qui peuplent l'univers et s'avisent du mystère fort épais, au moins pour les plus béotiens d'entre nous, que représentent nos origines communes et particulières. Qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère? Désolé. Merci pour la blague. Le scientifique, c'est l'univers qui s'observe lui-même et se questionne avec plus ou moins de succès. Nous baignons aujourd'hui dans des explications, des récits des origines, des cosmogonies, une culture scientifique, et dans ce zeitgeist, nous partageons des évidences comme celle de s'interroger sur l'histoire de la Terre, sur l'âge du Soleil, sur le moment où l'humain s'est détaché du reste des animaux, et sur ce truc appelé Big Bang, qui semble être le top départ de l'expansion de l'univers. Il nous faut un début, puisqu'on ne saurait supporter l'étreinte de l'éternité. En cela, nous sommes les fruits de notre époque, perpétuellement au contact de concepts qui n'ont pas toujours existé et qui eux-mêmes ont une ou des origines. Il ne va peut-être pas de soi de s'interroger sur le commencement du monde, ou peut-être que si, mais pas forcément dans nos modalités actuelles. Nous apprenons sans cesse des détails, parfois renversants, sur l'origine des atomes qui nous composent, ou des forces physiques qui nous gardent en forme, tout en autorisant les réactions chimiques sans lesquelles la jolie prose de Mandax ne cajolerait pas vos tympans. Et parce que nous désirons préserver dans ces recherches enjôlées par le champ solaire béni de la connaissance, nous devons admettre que le passé a de l'avenir. Demain, nous saurons sur hier des choses que nous ignorons en ce jour. On aura d'ailleurs du mal à se représenter ce que cela peut bien faire d'être aussi ignorant que nous le sommes maintenant. D'un autre côté, les découvertes de demain prennent peut-être leur origine en ce moment même. Vous aurez compris qu'on ne peut pas ne pas mêler la philosophie à de tels questionnements sur le sens même que l'on peut donner à notre soif de connaissance sur l'origine de ce que l'on découvre. Par un heureux hasard, nous avons avec nous un homme qui n'est pas le plus banal des théoriciens, puisqu'il mêle les compétences de physicien et de philosophe, mais aussi d'amoureux des belles lettres, dans l'ordre ou dans le désordre, lui qui sait nous dire, à propos de l'origine de l'univers, qu'au cœur de la question, je cite, « un vide noir grésille ». Ceci n'est pas la seule anagramme de cet éditorial de qualité supérieure. Nous sommes heureux de vous accueillir pour un tranchant live dédié à la question des origines et à la manière dont les sciences s'en emparent avec Monsieur Étienne Klein. Voilà. Donc avec un peu de retard, on s'en excuse, hein, le retard était prévu, mais il est toujours un improviste malgré tout. Alors j'ai en exergue, en liminaire, une question un peu stupide d'un abonné. Je l'aime beaucoup, mais est-ce que c'est supportable, Étienne Klein, au quotidien, d'avoir une telle classe?
Elle est gentille, donc voilà. Elle est gentille. Bonsoir à tous. Merci à la personne qui a posé cette question. Ça demande beaucoup d'entraînement et l'entraînement crée l'habitude. Oui. En 2 mots, vous êtes philosophe et physicien. Sur quoi vous travaillez en physique? Parce que ça, En fait, la plupart des gens je crois que je suis ni l'un ni l'autre. Ah bah voilà, bah du coup. Je suis entre les deux. Mais en physique, qu'est-ce que vous faites? En physique, j'ai travaillé sur la physique des accélérateurs, des particules. Dans mon labo, qui est un laboratoire dans lequel il y a des physiciens et des philosophes qui collaborent sur des questions, disons, d'épistémologie, notamment sur les découvertes que font les physiciens qui changent la façon de poser et peut-être même de répondre à certaines questions philosophiques sur le temps, sur qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une contradiction entre une théorie, par exemple, et puis les mesures. Est-ce que c'est la théorie qu'on remet en cause, ou est-ce que c'est les mesures qu'on réinterprète? Il y a beaucoup de... Dans l'édito, il était dit qu'à mesure que le temps passe, nos connaissances augmentent. C'est vrai, mais il y a des découvertes, par exemple, qui augmentent notre ignorance. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes qui peuvent montrer que, contrairement à ce qu'on pensait avant, on en sait moins qu'avant. Et donc, il y a des découvertes qui nous font régresser. Je vous donne un exemple. Dans les années 30, si vous lisez les textes ou les articles des physiciens de l'époque, Einstein en premier, on connaissait le proton, l'électron. On pensait que dans le noyau, il y avait des agglomérats d'électrons et de protons qui faisaient des protons neutres. Et donc, on avait une compréhension totale de la constitution de la matière. Et certaines personnes, à commencer par Dirac ou même Einstein, pensaient qu'on avait terminé de déterminer la constitution de la matière. C'était fini, quoi. On avait compris la nature de toutes les particules qui constituent la matière ordinaire. Et puis par hasard, on trouve dans l'élément cosmique une nouvelle particule que personne n'avait prédite, qui s'appelle le muon. Et là, tout change. Quand j'étais étudiant, les professeurs nous expliquaient qu'on avait identifié le contenu de l'univers. C'est de la matière baryonique faite de noyaux d'atomes et d'électrons. Les noyaux sont faits de quarks, etc. Enfin, de protons et de neutrons qui sont eux-mêmes faits de quarks. Et c'est 100% du contenu. Puis dans les années 2000, on commence à parler de matière noire, puis d'énergie noire. Et en gros, ce qui constituait la totalité du contenu de l'univers dans les années 80, qui est une façon indirecte de donner mon âge, et ben c'est 4% aujourd'hui du total. Donc en 30 ans, on est passé de 100% à 4% du contenu identifié. Et donc, il y a des découvertes qui ont augmenté notre ignorance. Mais savoir qu'on ignore, c'est vraiment savoir. Alors que ignorer qu'on ignore, c'est vraiment être ignorant. Donc, vous tenez votre promesse de ne pas répondre à mes questions, et ça, c'est bien. Non, mais je vais y répondre après. Non, mais pas bon, elle était pas forcément, c'était une mise en bouche. Mais justement, dans cette partie 1, on va essayer de s'intéresser à l'histoire des concepts. Parce que s'interroger sur l'origine, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, tout le monde veut savoir ce qui se passe à l'origine, mais peut-être que c'était pas le cas avant. Comment est-ce qu'a débuté la quête des origines avant la science? Je pense qu'elle a débuté en même temps que la culture. C'est-à-dire qu'on trouve, en tout cas c'est ce que disent les ethnologues, dans la plupart des cultures, pas dans toutes, on trouve des récits des origines. Ce que Bachelard appelait des songeries ancestrales. C'est-à-dire qu'on trouve à peu près partout des cosmogonies. Il y a des grandes exceptions, par exemple la Chine. La Chine n'a pas produit de cosmogonie. Il n'y a pas de récit des origines. Il y en a une que je cite un peu dans le livre, mais elle est vraiment marginale. Donc la Chine ne s'est pas pensée comme le résultat, ou l'univers comme le résultat d'un commencement, mais plutôt comme un processus indéfini qui n'a jamais commencé, qui ne s'arrêtera jamais. Et ce qu'on appelle le temps est pensé par eux comme une sorte de succession de process qui font que les choses changent sans qu'il y ait jamais de commencement ni de fin. Mais dans beaucoup de cultures, qui sont quand même majoritaires, il y a des cosmogonies, c'est-à-dire des récits qui racontent comment le monde est advenu tel qu'il est à partir de conditions différentes de celles qu'il est. Toutes les cosmogonies pratiquement racontent une histoire. Je dis ça parce que très souvent on lit des livres dans lesquels il est dit il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers avait une histoire. Oh non, chez les Grecs il y a des cosmogonies, partout il y a des cosmogonies à part les exceptions qu'on a citées. Et donc, depuis qu'il y a des cultures, on raconte des histoires du monde. Simplement, il est vrai, et c'est ce qui donne un peu raison à ces fameux livres, c'est que quand on dit au XXe siècle,
l'univers a une histoire, on ne dit pas exactement la même chose que la même phrase dite au XIXe siècle ou dans les siècles précédents. Le mot univers a changé de sens. C'est pas tellement que le mot univers a changé, c'est que entre les deux, il y a eu l'apparition d'une nouvelle théorie de la gravitation par Einstein, qui s'appelle la relativité générale. Et cette théorie, pour la première fois, propose un formalisme qui permet de considérer l'univers comme un objet physique. C'est un objet qui a des propriétés globales, qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Je veux dire par là que la courbure généralisée de l'espace-temps, par exemple, c'est pas une propriété de quelque chose qui est dans l'univers, c'est une propriété de l'univers. Et donc l'univers devient un objet physique. Et quand on dit qu'il a une histoire au XXe siècle, c'est de cela qu'on parle, alors qu'avant, on parlait plutôt d'une histoire des choses qui sont dans l'univers, du système solaire ou des galaxies ou d'autres choses. Et donc ça crée quand même une différence, mais de tout temps, si j'ose dire, on a raconté des histoires du monde. D'ailleurs, une cosmogonie qui dirait « il se passe rien » et tout a été comme on voit qu'il est, a peu de chances de passer à la postérité. Ouais, c'est pas un grand succès. Alors, du coup, j'ai quelques questions qui sautent parce que vous aviez répondu, ça c'est bien. Est-ce qu'on a dans les cosmogonies parfois une perception cyclique du temps? Est-ce que cette chose-là, elle appartient uniquement au récit mythologique, ou est-ce que l'idée d'un temps cyclique, elle appartient à la science? Bon, les cosmogonies et les récits mythologiques se superposent. Il y a beaucoup de cosmogonies qui sont des récits mythologiques. Je sais pas d'ailleurs si on pourrait établir des critères qui les distingueraient fortement. Hein. Donc, oui, il y a évidemment des cosmogonies cycliques. Il y a celle d'Héraclite, d'une certaine façon, hein, l'idée de l'éternel recommencement, qu'on retrouve dans d'autres cultures. Dans le livre, j'en citais quelques-unes. Mais je pense que ce qui distingue les cosmogonies des cosmologies, c'est le fait que dans les cosmogonies, l'origine du monde fait partie du monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déjà là qui fait partie du monde. Ça peut être un océan primordial, ça peut être un œuf primitif, ça peut être un chaos, ça peut être de la matière informe, ça peut être beaucoup de choses différentes selon les cultures auxquelles on s'intéresse. Mais l'idée, c'est que l'origine du monde est déjà dans le monde. Elle est immanente, pour reprendre un terme philosophique. Et ensuite, il y a une histoire qui fait passer de cette origine immanente au monde tel qu'on le connaît. Alors que dans les cosmologies, ou même dans les récits religieux, dans les genèses des trois monothéismes, l'origine du monde ne fait pas partie du monde. Elle est transcendante par rapport au monde. Ce qui rend le monde contingent, d'ailleurs. Puisque, on peut expliquer contingent. Contingent, c'est-à-dire qu'il est arbitraire. Si Dieu, dans les genèses, par exemple, chrétiennes ou musulmanes, avait décidé de ne pas créer le monde, il n'y aurait pas de monde. Oui. Donc le monde n'était pas nécessaire. Alors que dans les cosmogonies, il est nécessaire au sens où les conditions initiales déterminent la suite de l'histoire, d'une certaine façon. Et d'un point de vue scientifique cosmologiste, il est contingent, l'univers? En cosmologie contemporaine, il y a un problème qui est un problème, à mon avis, de métaphysique, qui sera jamais résolu. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'origine de l'univers en tant que physicien, par exemple, vous le faites toujours en invoquant des lois physiques ou une théorie physique. Et donc, quel est le statut de la théorie physique par rapport à l'univers? Est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est immanente? Est-ce que les lois physiques font partie de l'univers ou est-ce que l'arsenal législatif de l'univers a préexisté à son apparition? Si vous pensez que l'univers a eu vraiment une origine absolue, ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Puisque si vous mettez quelque chose en amont de l'univers, ce quelque chose, par son statut même, contredit l'idée que l'univers a une origine. Autrement dit, à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, précisément, vous contredisez le fait qu'il a une origine. Si je dis par exemple, l'origine de l'univers, c'est, je sais pas, un trou noir, le vide quantique, une collision entre je ne sais quoi et je ne sais quoi, une brane par exemple, vous nommez l'origine de l'univers, vous produisez un récit qui va être logiquement incohérent, parce que soit cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, auquel cas il n'y a pas d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ce qui veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et c'est pas l'origine. C'est la régression à l'infini. Et donc, par exemple, quand vous êtes physicien, vous devez, et on le fait jamais évidemment, parce qu'on veut pas être embarrassé, vous devez préciser quel est le statut que vous accordez aux lois physiques.
Par exemple, Hawking, qui est évidemment respectable comme théoricien et comme vulgarisateur, il a écrit des livres, ou plutôt d'autres ont écrit des livres pour lui, qui sont un peu ambigus là-dessus. Par exemple, dans le dernier, il dit on n'a pas besoin de Dieu pour créer l'univers, les lois de la gravitation ont suffi. Les lois de la gravitation ont suffi. Mais où est-ce qu'elles étaient, les lois? Est-ce qu'elles étaient transcendantes? Et comment des lois transcendantes peuvent-elles engendrer un univers empirique qui leur obéisse? Il faudra nous le dire. Et donc, la question du statut des lois physiques, à mon avis, est une question qui fait que la question plus générale de l'origine de l'univers est une question en partie métaphysique. Et ça, on va revenir à la métaphysique, justement. Est-ce qu'elle est destinée à mourir ou pas, cette métaphysique? Et comme le temps avance, même si on a commencé en retard, est-ce qu'il y a un piège dans la question des origines sur lequel les gens continuent à buter? Est-ce qu'il y a des explications que le public peine à accepter, des choses où, malgré votre talent, je cire un peu les pompes, ça passe pas? Qu'est-ce qui passe pas dans la question des origines? Je comprends pas la question. Est-ce qu'il y a peut-être qu'il n'y a rien, en fait, peut-être que tout va bien, mais est-ce qu'il y a des notions, des choses, ou peut-être c'est ce qu'on vient de dire, que le public continue à demander alors que la réponse a déjà été fournie? Bon, moi je connais pas exactement les questions du public, je sais que la transmission des connaissances, vous le savez mieux que moi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire bien. Enfin, on voit tous les jours que ça percole pas, que c'est déformé, que c'est mal compris, que c'est peut-être pas intéressant d'ailleurs. On fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que... peut-être c'est pas intéressant, je sais pas. En tout cas, le bilan qu'on peut tirer de la vulgarisation scientifique est pas extraordinaire. Les efforts pour en faire, ils sont bien plus grands aujourd'hui qu'ils l'ont été dans le passé. Mais les effets produits sont bizarres, sont très très bizarres. Et donc, est-ce qu'on peut expliquer cela? J'en sais rien. Peut-être qu'on doit inventer des nouveaux modes pour transmettre. Peut-être qu'on doit se donner davantage de temps pour transmettre. Parce que quand on transmet brièvement, on utilise, qu'on le veuille ou non, des arguments d'autorité qui peuvent être contestés par un esprit critique acéré, au nom de l'esprit critique, parce qu'on n'a pas le temps de donner les arguments qui permettent de convaincre de tel ou tel résultat. Maintenant, sur l'origine, ce qu'il faut voir, c'est que au XXe siècle notamment, mais ça a commencé en fait un peu avant, les physiciens, les scientifiques, en général, je mets dedans les biologistes évidemment, ils ont compris l'origine de beaucoup de choses. On a compris avec une précision assez incroyable l'origine des éléments chimiques, comment les atomes se sont formés dans l'histoire de l'univers. Les plus légers dans l'univers primordial, ceux qui sont un peu plus lourds jusqu'au fer dans les étoiles, et puis les plus lourds dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovas, donc du fer jusqu'à l'uranium et au-delà. Et tout ça a été parfaitement compris. Mais quand on dit qu'on a compris l'origine des éléments chimiques, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de raconter toutes les histoires précédant l'apparition des objets, pas des éléments chimiques, dont les éléments chimiques sont l'aboutissement. Autrement dit, pour un scientifique, et c'est là toute l'ambiguïté de la chose, le mot origine veut dire non pas commencement, mais achèvement. Origine est synonyme de conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire précédant cette chose, dont cette chose est la conclusion. Et ça, c'est ce fort. Qui veut dire qu'on est capable de raconter... Il faut les laisser que ça rentre. Hein. En fait, l'origine, c'est pas le début, c'est la fin de l'histoire. Non, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Comprendre l'origine d'une chose, c'est comprendre ce dont cette chose est la fin. Et ça marche pour les atomes, ça marche pour les molécules, ça marche pour les planètes, ça marche pour les étoiles, et beaucoup de choses en biologie. Mais vous voyez bien que cette façon de raconter l'histoire par le biais de généalogie bute sur l'origine de l'univers, qui est considérée comme une origine absolue, et qui échappe donc au statut ordinaire de l'origine, puisque si raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui a précédé cette chose et dont cette chose est la fin, quand c'est de l'univers que vous parlez, ça veut dire que raconter l'origine de l'univers, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers est la fin. Mais comment une histoire a-t-elle pu précéder l'univers? Et donc la façon habituelle de raconter l'origine échoue quand il s'agit non pas de quelque chose qui est dans l'univers, mais de l'univers lui-même. Donc du coup, en 3 minutes, est-ce que le Big Bang, c'est l'origine de quelque chose? Mais pas du tout. Un peu plus long que ça, peut-être alors.
Mais non, mais ça fait partie des trucs c'est une question qui Parce que pour le public, quand on dit Big Bang, on a cette image que c'est l'origine de tout. Et c'est sans doute un peu faux. Mais ouais, mais c'est pas faux d'expliquer le contraire. C'est-à-dire que alors vous parliez de la diffusion des connaissances, ce qui est quand même un peu déprimant. Non, parce qu'il a été déprimant en coulisses tout à l'heure. Non. Regardez, on est en 2018 quand même. On est en 2018. Le mot Big Bang est apparu à la fin des années 40. Il a été popularisé dans les années 50. Je le dis pour les plus jeunes. Et c'est quand même incroyable qu'en 2018, on en parle comme en 1950. Notre façon de parler du Big Bang n'a pas changé. Alors que, entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de choses en cosmologie et en physique. Et certaines de ces choses qui se sont passées obligent à repenser notre discours sur l'origine, justement, sur le Big Bang. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est assez facile à comprendre. L'argument est très facile à comprendre. L'idée de Big Bang, elle apparaît à la fin des années 40, après que des gens, c'est une longue histoire qui a commencé avec l'abbé Lemaître et d'autres, les gens font des calculs à partir des équations d'Einstein de la gravitation, donc les équations de la relativité générale. On a compris, grâce à des observations, que l'espace s'étend, il y a une expansion de l'univers, on voit les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace, elles sont immobiles en fait, mais on les voit se déplacer parce que l'espace qui les sépare se dilate. Ok, c'est la dilatation de l'espace-temps, et c'est cette association entre un fait expérimental, l'univers est en expansion, et des équations de la gravitation d'Einstein qui permettent de faire une cosmologie scientifique. Quand on met les deux et qu'on fait des calculs, eh bien on voit que si on remonte le temps à l'envers, l'univers observable, je parle de l'univers observable, pas l'univers complet, l'univers observable a une taille qui diminue quand on va vers le passé, la densité d'énergie augmente, la température augmente, et quand on extrapole les calculs aussi loin qu'on le peut, on tombe sur ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un univers ponctuel, taille nulle, densité infinie, température infinie. Et c'est ça qu'on a appelé le Big Bang, une sorte d'explosion originelle qui engendre tout ce qui existe, et on lui associe l'instant zéro. Et on parlait de culture, comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, il y a eu aussitôt, même si on s'en est défendu, un amalgame entre le Big Bang tel que je viens de le décrire, et puis le Fiat Lux ou la Genèse, etc., ou l'origine de l'univers. Et donc on a dit le Big Bang c'est l'origine, et ça a créé des discussions intéressantes d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Il devait y avoir quelque chose avant pour le provoquer. Est-ce qu'on peut parler de l'avant le Big Bang? Est-ce que le temps est né avec le Big Bang? Si la réponse est oui, très bien. Si la réponse est non, qu'est-ce qui se passait avant que le Big Bang advienne? Et ça a duré combien de temps? Etc., etc. Donc des questions qui interrogent la causalité de façon intéressante. Et donc ça, c'est plutôt de la cosmologie. Oui, mais et en fait, vous avez remarqué quand même que ces questions, on les pose toujours. Oui, et toujours. On aura des éléments de réponse. En fait, on reçoit Jean-Philippe Usan dans un mois, donc on va pas. Ouais, mais vous n'allez pas attendre Jean-Philippe Usan pour entendre ce que je vais vous dire. On a pris suffisamment de retard. Donc simplement. En fait, parce que moi j'ai d'autres questions, c'est pour ça. Non, mais elle viendra après. On n'est pas aux pièces. Ouais. Il faut répondre à cette question. Vous voyez bien que dans le raisonnement que j'ai tenu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, je vous l'ai dit, les calculs de cosmologie sont faits à partir des équations d'Einstein qui décrivent la gravitation. Mais vous savez bien que dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques, il y a les forces nucléaires. Il y en a de deux types. La faible, la forte, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. C'est tout bête. Autrement dit, quand vous extrapolez vers le passé, même si vos calculs sont mathématiquement justes, et ils le sont, il y a un moment où la densité d'énergie et la température sont tellement élevées que les particules subissent toutes les forces et pas simplement la gravitation. Et donc à ce moment-là, vos équations mathématiquement justes deviennent physiquement fausses, puisqu'elles ne décrivent pas les processus physiques que subissent les particules. Or, les trois autres forces sont décrites par la mécanique quantique, par le modèle standard.
Et donc on sait très bien situer le moment en deçà duquel les équations de la cosmologie classique font faillite. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, voilà, c'est pas l'origine de l'univers. C'est une sorte de transition qui sépare ce que la physique peut dire de ce que la physique ne peut pas dire. Et donc l'honnêteté intellectuelle, ce serait de dire... Plus qu'un mur physique, c'est un mur qui rapporte aux un mur théories cognitif. en face. C'est-à-dire qu'en gros, la relativité d'Einstein, il y a 2 constantes fondamentales dedans, qui sont G, la constante de Newton, C, la vitesse de la lumière. C'est une théorie relativiste de la gravitation. Et puis les autres forces sont décrites par un autre cas théorique, où il y a H, la constante de Planck, et C, la vitesse de la lumière. Donc c'est une théorie quantique, relativiste de la matière. Mais il n'y a pas G. Et quand il y a G, il n'y a pas H. Autrement dit, on n'a pas de théorie quantique de la gravitation. Donc, et on n'a pas de théorie unifiée des 4 forces. Donc, en amont du mur de Planck, on peut rien dire. Alors, on tente de dire quand même. Il y a la théorie des supercorps, il y a des questions. Non. Mais en fait, moi, je fais les réponses et les questions, ça va plus vite. Ah oui, mais ça m'arrange pas, en fait. Ah, mais, en gros, juste pour dire pourquoi c'est pas l'origine, quand vous prenez une théorie qui essaie d'écrire les 4 forces, que ce soit la gravité quantique à boucle, les supercordes ou autre chose, quand vous l'appliquez par des modèles à ce qui s'est passé en amont du mur de Planck, dans tous les cas, la singularité disparaît. Et elle est remplacée par une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel en expansion. Et donc, vous ne pouvez plus dire le Big Bang, c'est l'origine. C'est impossible. Et pourtant, on continue à le dire parce que, voilà, on s'en rapproche. Mais c'est faux. C'est juste faux. Il n'a pas été démontré scientifiquement que l'univers a eu une origine. Ça, c'est la phrase donc, importante. Commençons par démontrer qu'il a une origine au sens propre du terme. C'est-à-dire, démontrons qu'il a été précédé par rien. Alors, et démontrer qu'il y a eu du rien, c'est quand même un gros programme. Ça va être compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disent que le fait rien que d'en parler, déjà, on suggère une entité. Mais là, on va s'arrêter, mais j'aurais des questions sur, notamment sur Lawrence Krauss, qui a écrit Universe from Nothing, que j'ai pas lu, mais j'ai vu une conférence. On pourra en parler, ça, juste après la pause. On fera donc une partie 2 sur plus orienté science. Là, au départ, on devait faire de la philo, mais comme M. Klein en fait qu'à sa tête, on a parlé quand même beaucoup science, et c'est très bien. Et on parlera davantage science dans la partie 2. On s'arrête quelques minutes. Et donc, pendant cette pause, on vous propose une annonce pour la prochaine émission. Et puis, vous aurez la chanson de Sfera, pour le replay, qui s'appelle Proteus. Je me suis laissé dire que le clip avait été fait par moi. Bon. Et voilà. Et donc, vous êtes contents ? To be on this in a body
C'est la partie 2. Oui, mais on vous aime aussi. Ça va. Voilà, tout va bien. L'origine et la science. Alors du coup, juste là, hop, j'ai sur mes genoux, très content, deux livres. Donc le pays, c'est des bouquins à moi en fait. Donc ça, on me l'avait offert il y a quelques temps. Le pays qu'habite Einstein, qui est très bien, mais j'ai pas fini non plus. Et ce livre-là qui est tout nouveau. Et pour le coup, qui est vraiment dans le thème parce que c'est la relation, en tout cas ce que j'ai pu lire, entre philo et science, et entre les deux, on a la métaphysique. En gros, et vous allez me détromper. Du coup, j'ai quand même une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une relation de parenté entre la philosophie, qui était la première à interroger les cosmogonies, l'univers et les questions, et la science, qui aujourd'hui apporte des réponses, on va dire chiffrées et réfutables? Bon. Voilà, c'était la question. Hein. Alors, c'est quand même pas une question facile. Ça dépend du temps qu'on a pour la traiter. On va la prendre en 7 minutes 30. Alors, en 7 minutes. On peut penser qu'il y a une filiation entre la philosophie et la physique. En tout cas, historiquement, il y a une sorte d'enchaînement temporel entre certaines spéculations philosophiques et la physique elle-même. Et donc, on a envie de dire que la physique est une sorte d'émanation tardive, je parle de la physique moderne, d'un questionnement philosophique qui a commencé beaucoup plus tôt. On parle de la Grèce, mais il n'y a pas eu que la Grèce. Il y a des philosophies arabes, chinoises, indiennes, qui ont pu à leur façon féconder la science aussi. Mais si on prend par exemple l'atome, l'idée d'atome, qu'on attribue aux Grecs, en fait on sait qu'il y a un atomisme arabe, un atomisme chinois. La question de la divisibilité de la matière s'est posée à peu près partout à la surface de la Terre. Maintenant, on dit finalement l'atome, c'est une idée qui a germé dans l'esprit des Grecs et qui, 2500 ans plus tard, a été un objet de science puisqu'on a pu détecter des atomes. Et donc, il y a l'idée que l'idée d'atome a été suggérée bien avant que l'objet atome soit identifié. Et quand on raconte l'histoire de l'atome, on commence toujours par Démocrite, Leucippe, on met même un buste de Démocrite, comme s'il avait été le précurseur de la physique contemporaine. Et cette idée, moi, il me semble qu'elle est un petit peu dangereuse, au sens où l'atome des Grecs est un objet qui n'existe pas. Et l'atome qui existe, celui des physiciens, est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Et donc la filiation en question, elle est très indirecte. Est-ce que le mot du coup atome, c'est un mot qu'on n'aurait pas dû utiliser ? La seule chose qui soit commune, c'est le mot. L'atome des Grecs, c'est insécable, ça a une trajectoire bien définie, c'est plein, c'est compact, c'est éternel. Bon, l'atome, vous le connaissez, il est composite, donc déjà il échappe à son étymologie. Il n'a pas une trajectoire bien définie, il est quantique, etc. On peut rappeler atome. Il peut être radioactif, donc il est pas immortel. Il n'a pas toujours été là, donc il n'est pas éternel. Le mot atome veut dire, initialement veut dire atome. Insécable. Mais ça veut dire que quand on a découvert l'atome en 1906, on a cru pendant très peu de temps qu'il avait les propriétés que les Grecs lui avaient attribuées. Et puis en 1911, on voit qu'il est composite, etc. Donc le vrai atome a duré 5 ans. Voilà, le vrai atome a duré 5 ans. C'est périmé. Ce que j'essaie de dire là, c'est que l'objet atome, l'objet physique, l'atome de la physique, est un objet qui contredit intégralement l'idée philosophique d'atome. Et on pourrait dire, l'atome, le vrai, au sens philosophique du terme, il se retrouve dans les particules élémentaires. Sauf que les particules élémentaires sont décrites par des champs quantiques, elles ne sont pas du tout des corpuscules localisés, comme l'avaient imaginé les Grecs. Donc, il y a une filiation, et pourtant, l'atome des Grecs n'existe pas. Alors on pourrait dire ils se sont trompés. Mais en fait non. C'est précisément parce qu'ils ont élaboré une pensée d'un objet
fantasmé qui n'existe pas, que s'est enclenché un débat intellectuel et scientifique qui a duré 2500 ans, au bout duquel on a découvert un nouvel objet qui n'est pas celui qu'ils avaient pensé, mais qui existe et qui est très différent de celui qu'ils avaient pensé. Donc on n'aurait pas découvert l'atome sans les Grecs, ce qui ne veut pas dire que l'atome ressemble à celui des Grecs. La morale de l'histoire, c'est que les objets qui n'existent pas pour rien. C'est une phrase du livre, ça je l'ai vu. Ouais, c'est une phrase d'un ami qui s'appelle Miller Levy, c'est un artiste qui a écrit cette phrase que je trouve géniale. Les choses qui n'existent pas pour rien. Donc dans la relation entre science et philo, il y a donc la question de l'origine, il y a la question aussi du devenir. C'est-à-dire que lorsqu'on imagine ou qu'on cherche une origine à l'univers, que ce soit le Big Bang ou autre chose, on a la question opposée qui est qu'est-ce qui nous attend? Et donc on a cet objet théorique qui est le Big Crunch. Quel est son statut? On peut avoir deux mots de son histoire et quel est son statut actuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est valide? Bon, en fait, il y a une remarque qui avait été faite par Hegel que je trouve intéressante sur l'origine. Hegel fait remarquer que le commencement est comme un commandement. Et d'ailleurs, en grec, arché, c'est le même mot pour dire le principe et le prince. Le principe et le prince. C'est-à-dire ce qui commence est aussi ce qui commande. Et on a l'impression tous que si on connaissait le commencement de l'univers ou son origine, appelons-la comme on veut, eh bien, on connaîtrait. Je fais une parenthèse. En fait, je suis connu pour couper mes invités. C'est mal poli, mais ça, comme principe et prince, ça ressemble un peu à cette idée. Ça commence à quoi? Étymologiquement, principe Oui, et prince. C'est la même chose. Ouais. C'est la même étymologie. C'était pas pour dire une bêtise. Donc voilà. Et donc, on a l'idée tous que si on connaissait le commencement, alors on connaîtrait tout le reste. On connaîtrait la suite de l'histoire, on connaîtrait le sens de notre vie, et c'est pour ça qu'il y a une telle libido qui est engagée dans la question de l'origine. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, à un niveau plus humain, disons, font des recherches sur leur généalogie. Et ils se disent que s'ils pouvaient démontrer qu'ils ont une origine un peu plus prestigieuse que celle qu'on leur attribue, ça renforcerait leur propre ontologie. Ce qui est évidemment un délire, et qui crée les guerres. C'est toujours au nom de ces origines qu'on se fait la guerre. Il y a 6% des hommes qui descendent de Gengis Khan, je crois. Ou 2%. Enfin, c'est beaucoup déjà. Hein, il a dû être actif, mais oui. Enfin, lui et sa fratrie, disons. Voilà. Voilà. Et donc il y a ce fantasme de l'idée que le commencement, c'est la clé de tout, y compris de la fin. Et évidemment, à chaque fois qu'on progresse sur la connaissance de l'univers primordial, on progresse aussi sur la question de la suite de l'histoire. Mais on peut pas conclure pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a, je l'ai dit 3 fois, une théorie cosmologique qui est la relativité générale, qui marche très bien au sens où elle rencontre des données, mais il y a quand même un problème, même 2, c'est que quand on regarde le mouvement des galaxies sur elles-mêmes ou bien les unes par rapport aux autres, on s'aperçoit que ce mouvement est réglé par une dynamique qui est bien décrite par les équations d'Einstein, à condition de mettre dans les équations une masse 10 fois plus grande que celle qu'on observe. Voilà. D'où l'idée de la matière noire. Il doit y avoir une masse cachée qui agit gravitationnellement sur les galaxies, mais qui est constituée de particules différentes de celles que nous connaissons. Et ces particules, on les a pas encore détectées. Ça veut dire que la contradiction qu'il y a entre les équations et les mesures, ou les observations, nous la réglons par une solution qu'on appelle ontologique. C'est-à-dire, on dit, il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues qui, si elles existent, rétablissent l'accord. Donc c'est la matière noire. Il y a aussi d'autres gens qui disent, mais on va pas inventer des fantômes matière noire, énergie noire jusqu'à la fin des temps. Il faut corriger les lois pour pouvoir rendre compte du mouvement des galaxies sans matière noire et sans énergie noire. Et ces gens travaillent sur des gravités modifiées, etc. Et donc la question est de savoir si ce conflit entre des prédictions théoriques et des mesures va être réglé par une solution ontologique ou par une solution législative. Voilà. Est-ce que vous avez un pronostic? Et quand on saura la réponse à cette question, on pourra s'appuyer sur les bonnes lois pour prédire la suite de l'histoire. Qu'est-ce que pense Étienne Klein des deux? Mais pour l'instant, tout va bien. Je veux dire, la fin n'est pas pour maintenant. Et s'il y a de la matière noire et s'il y a de l'énergie noire, c'est-à-dire si l'accélération de l'univers, de son expansion continue, il n'y aura jamais de Big Crunch. C'est-à-dire que l'univers va être en expansion indéfinie et va finir en mort thermique.
Ah, tout va bien. avec des trous noirs qui Qui vont s'évaporer, puis. Ouais. Il y aura un espace-temps avec des trous noirs qui auront craché toute leur matière par évaporation, et donc il y aura des photos infrarouges. Et en fait, je demandais par rapport aux deux solutions ontologiques ou législatives, quel est votre avis à vous? S'il y avait un pronostic à faire. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pas avoir d'avis a priori. Si vous regardez l'histoire de la physique, il y a eu des cas où il fallait adopter une solution législative et des cas où il fallait adopter une solution ontologique. Alors, il y a même un cas semblable où ce sont les deux recettes qui ont fonctionné l'une après l'autre. Je raconte en 1 minute. Début 19e siècle, les gens regardent la trajectoire de la planète Uranus, qui est la planète la plus loin du Soleil, en tout cas à l'époque, connue, et ils voient que sa trajectoire est elliptique, comme le veut la théorie de Newton de la gravitation, mais il y a un petit écart. Le périhélie, le point le plus proche du Soleil, de rotation après rotation, se décale un peu par rapport à ce que prévoient les calculs. Ben, les astronomes ont tellement confiance à Einstein, sauf un en Angleterre, mais pas Einstein, Newton, qui vont tout de suite chercher une solution ontologique. Et ils disent, il doit y avoir une planète qu'on n'a jamais vue, qui, par son effet gravitationnel sur Uranus, explique le petit accord. Le Verrier, à Paris, fait des calculs. Arago fait des calculs. En Angleterre, il y a un astronome qui s'appelle Adams qui fait des calculs, très différents. Ils présentent leurs résultats à l'Académie des sciences, à Paris, qui n'est pas convaincu, et donc, vexé, Arago envoie ses calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall. Et le soir même où il reçoit les calculs d'Arago, Gall pointe sa lunette à la position indiquée dans le ciel, voit une tache lumineuse, attend la nuit pour vérifier que cette tache bouge, ce qui prouve que c'est une planète, alors que si c'était une étoile fixe, elle serait fixe. Et le lendemain matin, il annonce la découverte de la première planète découverte par le calcul. Cette planète s'appelle Neptune. Donc Neptune a été prédite et détectée grâce à un désaccord entre un calcul et une observation. Quelque temps plus tard, je termine avec ça, on prend la planète la plus proche du Soleil, Mercure, parfaite ellipse. Le périhélie se décale rotation après rotation. On peut calculer ce décalage par les lois de Newton et on découvre que le périhélie avance par rapport à ce qui était calculé de 43 secondes d'arc par siècle de plus que ce qui est calculé. 43 secondes d'arc par siècle. C'est un petit angle. Hein. C'est l'angle sous lequel on voit l'épaisseur d'un cheveu depuis une longueur d'1 mètre. Donc c'est un tout petit angle. Alors vous avez des gens qui disent mais 43 secondes d'arc par siècle c'est 0. On n'en tient pas compte. D'autres leur rétorquent, mais non, 43 secondes d'arc par siècle, ça vaut exactement 43 secondes d'arc par siècle. C'est pas 0. Donc c'est pas 0. On a parlé d'une anomalie. Et ils se sont dit, on va faire la même recette. Ils ont d'autant plus confiance dans les équations de Newton qu'elles ont permis de prédire Neptune. Et donc, il se passe un phénomène assez incroyable, c'est que les gens vont nommer la planète manquante avant de la détecter. Tellement ils sont sûrs d'eux. Ils l'ont appelée Vulcain. Sauf que quand on pointe les télescopes, pas de Vulcain. Alors on fait des hypothèses, c'est un nuage diffus, c'est de la matière non condensée, c'est une planète. Enfin, il y a toute une histoire passionnante d'ailleurs sur les hypothèses faites par les gens pour expliquer ces accords. Et puis arrive un type, jeune, qui dit, ce problème-là montre que les équations de Newton sont fausses. Voilà. C'est Albert. C'est Einstein. Et il va faire une nouvelle théorie de la gravitation. Et en 1915, le premier calcul qu'il fait, c'est le périhélie de Mercure. C'est au mois de janvier 1916. Et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Incroyable. Il a une théorie dont personne ne sait si elle est vraie ou pas. C'est 1916, donc c'est avant l'éclipse de 1919 qui va prouver que les rayons lumineux sont courbés par la gravitation. Il a le bon résultat. Il a fait une tachycardie d'ailleurs. Il a fait un malaise. En fait, il faut pas lancer là-dessus parce que c'est une très longue histoire. Oui, mais et d'ailleurs vous la racontez dans différentes conférences et dans les bouquins. Enfin, il faut le lire hein, parce que c'est bien écrit. Mais juste pour les gens qui nous suivent nous et qui sont habitués à des thématiques un peu plus pseudo-scientifiques, l'explication que vous avez donnée explique pourquoi Nibiru n'existe pas.
Nibiru, la planète X, la planète jumelle de la Terre qui est en face du Soleil Oui. et qui tous les 4000 ans fait un cataclysme. Voilà, enfin, il y a des théories comme ça qui disent si elle existait, il y aurait des conséquences sur le système solaire et donc on pourrait la mesurer. Donc typiquement, tout ce qu'on apprend là-dessus montre qu'elle peut pas exister, quoi. Mais on doit toujours supposer ça suppose que les lois soient vraies à certaines échelles. Oui. Et donc il y a toujours cette ambiguïté. Et dans l'histoire, vous trouvez des cas innombrables où il y a des conflits, et c'est pas la bonne volonté des physiciens ou c'est pas la qualité de leur épistémologie qui fait que ce sont les uns qui ont raison plutôt que les autres. C'est le réel qui donne des signaux qui vont permettre de trancher la question. Je vous donne un autre exemple en 1930. Non mais c'est quand même. Mais c'est sûrement intéressant, je ne dis pas le contraire. Donc je dois parler d'autre chose. Mais si, allez. En 1930, regardez, on comprend la radioactivité bêta très bien. Les gens comprennent que, en fait, c'est quand un neutron d'un noyau devient un proton avec un électron. Donc c'est un corps qui devient deux corps. Vous supposez que l'énergie se conserve, vous supposez que l'impulsion se conserve, vous envoyez un élève au tableau, et il fait le calcul et il montre que si c'est une transformation en deux corps, ben, l'électron qui est émis, il a une énergie qui est toujours la même. Toujours la même. On commence à faire des mesures. On est en 1930, donc les appareils, les détecteurs, c'est pas terrible. Mais Lise Meitner, notamment, fait des mesures, et elle montre que l'électron qui sort, au lieu d'avoir toujours la même énergie, eh bien, il parcourt tout un spectre de valeurs possibles. Et donc, certains sont très énergétiques, d'autres moins, et puis ça varie à chaque coup. Et ça contredit donc la loi. Et ça devient un problème énorme. Si vous regardez les publications entre 1929 et 32 sur cette question, c'est le problème numéro 1 de la physique. On l'appelle d'ailleurs le puzzle de la radioactivité bêta. Et les plus grands physiciens comme Niels Bohr écrivent des papiers disant qu'à l'échelle microscopique, c'est la preuve que l'énergie n'est pas conservée. Ils étaient prêts à renoncer à la loi de conservation de l'énergie, sans voir d'ailleurs toutes les applications que ça aurait. Et puis arrive un type qui a 25 ans, qui s'appelle Paoli, qui vient de se marier avec une danseuse. C'est important, ça, C'est pour très l'histoire. important. D'accord. C'est Pour la important. suite de l'histoire, parce qu'elle va rapidement le quitter pour un chimiste. Ah, et la chimie, ouais. Ça Et- rappelle Nobel et les maths. Enfin, c'est Et pour tous un les gens. physicien théoricien, Ouais. c'est quand même un truc difficile. C'est sale, Et quoi. donc, non mais, du coup, il est devenu alcoolique, il s'est drogué, et il a commencé une psychanalyse, il habitait Zurich. Il a commencé une psychanalyse avec Jung. Mon Dieu. Pardon, mais. Et il écrit la première lettre à Jung en disant « Ma femme m'a quitté pour un chimiste. Si elle m'avait quitté pour un matador, j'aurais pu faire quelque chose. Mais un chimiste, que faire ?» En fait, ce gars s'appelait Goldfinger, ce qui est tout un programme. Et en plus, il était très bon chimiste. Mais bon, je reviens à l'histoire. Paoli, dans un rêve un peu délirant, trouve la solution et envoie une lettre à Lise Meitner à Tübingen, que vous connaissez tous parce que c'est une lettre écrite manifestement en état d'ébriété avec chers messieurs et dames radioactifs, etc. Il parle de l'augmentation des impôts. Et puis ensuite, il dit, la radioactivité bêta, là, il y a une solution. C'est d'imaginer que la désintégration s'est faite non pas en deux corps, mais en trois corps. Solution ontologique. Le neutron devient un proton plus un électron plus un troisième truc. Et le troisième truc, inconnu, emporte l'énergie manquante. Et donc l'énergie est conservée. Après, il y a toute une histoire que j'ai pas le temps de raconter. Il faut donner le nom du troisième truc. Temporelle. On demande le nom du troisième truc. Voilà. Étienne. Eh ben, c'est le neutrino. Ah. D'accord. Et J'étais pas sûr de. Non, je le vais pas le dire. petit du neutron. Voilà. Et il y a qu'un physicien qui l'a pris au sérieux, c'est Fermi. C'est pour ça que le nom est italien. Mais voilà. Alors que tout le monde était pour la solution législative, lui a proposé une solution ontologique. Et 25 ans plus tard, on a détecté des neutrinos grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain en 1955. Donc l'origine du neutrino. On revient Voilà. pour revenir à la thématique. De manière générale, est-ce que on est, bon, c'est une question un peu peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on est capable de penser l'origine, que ce soit l'origine de l'univers ou l'origine des choses? Est-ce qu'on est sûr qu'on est capable d'avoir des réponses? Ben, l'origine des choses, si on monte pas trop loin, oui. C'est-à-dire que l'origine des atomes, ben, on connaît les constituants des atomes, protons, neutrons. On connaît les réactions nucléaires qui ont engendré la succession des atomes qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev. Après,
il faut se poser la question de l'origine des protons et des neutrons. Ah oui. Alors là, c'est simple, C'est simple. Ça, c'est simple. C'est-à-dire, on peut décrire les interactions entre quarks dans la soupe primordiale, comme on dit, le plasma de quark et de gluons, et montrer comment dans ce plasma sont formés les protons et les neutrons. Après, d'où viennent les quarks? Avant, du coup. Voilà. Et les quarks, c'est des particules élémentaires. Et là, on peut pas décrire leur origine. Donc c'est des particules qui sont nées sous X, on pourrait dire. Et donc là, le canal historique se bouche. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que penser l'origine, à un moment donné, on n'est plus armé pour, puisque l'origine, comme vous avez dit, étant le résultat d'une histoire, si on n'a pas l'histoire avant, l'humain est pas comme nous. Il y a On explique par des Il y a histoires. toujours un moment où l'origine, tombe sur la question de l'origine absolue, qui elle n'est pas pensable. C'est la transition entre le non-être et l'être. Ouais. Mais par exemple, moi je suis étonné dans les aéroports. Parfois il y a des contrôles. Ça m'est arrivé récemment, qui se passent pas bien. On est interrogé par des agents de sécurité, et ça m'est arrivé dans un pays un peu chaud. Et à la fin d'un interrogatoire assez long, le gars vous demande: mais quelle est votre origine? Alors. Ah ouais. Bah moi, ça m'a valu de rater un avion, parce que Si ça prend 25 Non, minutes pour c'est expliquer pas- le truc. non, Alors, tout d'abord, il y avait une soupe primordiale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que j'ai pas raté mon avion. On m'a fait rater l'avion. Ah. C'est-à-dire, Vexer moi, j'ai le posé monsieur. la question, mais c'est quoi votre question là? C'est mes parents? Oui, mais mes parents, ils ont des grands-parents, donc on va pas faire la liste. C'est quoi qui vous intéresse? Ma religion? Parce que les gens répondent leur religion. Truc dingue. Ils répondent leur religion. Quelle est votre origine? Je suis juif, je suis catholique. Non, mais n'importe quoi. Tout le monde sait que les catholiques font des petits catholiques et les musulmans font des petits musulmans. Il y en a qui répondent leur nationalité, mais ils avaient mon passeport, donc mais une nationalité, c'est pas une origine. Alors je leur dis: écoutez, on va sauter les 10 000 dernières années là, Oui. parce qu'il y a des périodes pas claires. Mais bon, c'est l'Afrique, quoi. On passe par-dessus les monothéismes, et en fait notre origine c'est l'Afrique. Ouais, c'est ça. Et on est tous noirs, les gars. On est tous noirs. Là, les gars, ils commencent à Bon, s'énerver. on sait les décolorer Ouais. pour certains. Et puis en fait, les atomes des Africains de l'époque ont été faits dans des étoiles. Ah ouais. Donc je raconte les cycles des étoiles. Ah oui. Ouais. Et puis en fait, Normal. Et puis on arrive au Big Bang. Et là, ça se passe mal. Mais en fait, Et ça ressemble à une histoire de gamin. Papa, pourquoi? Mais non, Et à la fin, mais le père vous voyez finit bien par Big Bang. qu'à chaque fois qu'on se donne une origine, elle est arbitraire. Oui. Elle est arbitraire. Vous pouvez toujours dire: vous êtes Corse. Mais je vous rappelle qu'il y a un moment où la Corse était collée à... La Corse, elle était collée à la... Italie? La France? Non, la France. Non, quand même pas l'Italie, la France. La France. Regardez ça. Donc Bon, ça veut dire quoi? Si vous êtes Corse depuis combien de temps? Et donc, Mais est-ce qu'on peut être Corse avant que la Corse soit habitée? je trouve incroyable qu'on ontologise son origine. Alors que, On est loin de la science, mais on est à fond dans l'origine, par contre. On est dans la thématique, mine de rien, en fait. mais c'est en direct là, c'est retransmis. C'est en direct. Ah oui, oui, oui. Bonjour, Étienne. Ouais. On va peut-être changer de sujet, parce que je sais que c'est un sujet. Non, mais du coup, je suis très content qu'il n'y ait pas eu de contrôle au train. Comme ça, vous avez pu arriver. Déjà, c'était Mais la grève. l'origine a pour anagramme religion. Non, chien. C'est vrai. Bon, on va pas parler de ça ce soir. On vous réinvitera volontiers pour parler de religion éventuellement. Est-ce que la métaphysique est bientôt morte? Ou pas? Ça peut être un oui ou un non. Hein. Un peu. Parce que j'ai bien aimé Non, je sais pas, non, elle est pas morte. le terme de gadou métaphysique. Non, mais elle est pas morte. Je pense même quand on s'en défend, on en fait. C'est-à-dire que. Mais est-ce que le terrain métaphysique est colonisé par la science et d'une certaine manière, est-ce qu'il recule ou est-ce que les questions sont irréductibles? Mais il y a des questions qui sont irréductibles. Oui, je pense. La question de l'origine, la question du statut des lois, la question de l'efficacité des mathématiques en physique. Oui. Comment se fait-il qu'en écrivant des équations, on décrive non pas le réel, mais une bonne partie du réel, que les ondes gravitationnelles qui ont été détectées exactement le profil qui a été calculé? Est-ce qu'on peut comprendre ça ou est-ce qu'on le constate? C'est que Dieu est prof de maths. C'est ça, D'où vient que les mathématiques soient efficaces en physique? Est-ce qu'on est capable de le comprendre? Ou est-ce que c'est une question métaphysique? Voilà. Et puis si même un jour on avait une théorie complète des interactions, est-ce que cette théorie permettrait de comprendre comment est apparu un monde physique obéissant à cette théorie? Je crois pas qu'on sache répondre à ça. Donc il y a des questions inaccessibles pour l'instant et sans doute pour longtemps.
Mais même quand on dit pour longtemps, ça veut dire qu'on va progresser. Mais est-ce que c'est sûr qu'on va progresser? Donc on peut progresser dans d'autres domaines qui peuvent éclairer davantage les questions. Moi, je suis pas sûr que la libido pour ces questions soit éternelle. Du coup, peut-être qu'à la fin, on va s'en foutre. Bah non, mais... Et c'est une solution, on veut dire. La question, on peut décider que la question se pose pas. Je sais pas si on décidait, par exemple, de construire un nouvel accélérateur de particules après le LHC, qui coûterait 40 milliards d'euros. Est-ce que les gens seraient d'accord? Moi, je veux bien, mais je peux donner 20 centimes. Est-ce que les gens sont... J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Non, je suis pas sûr que ces questions vraiment intéressent. Ce qui intéresse, c'est les conclusions. Ah oui. Mais pas le travail d'enquête. Quand le boson de Higgs a été annoncé, on en a parlé pendant 24 heures. Alors que ça méritait qu'on arrête tout et qu'on explique à tout le monde pendant 3 semaines ce qu'est cette particule et qu'est-ce qu'on a compris grâce à elle. Bah non. On l'a pas fait. Et j'ai pas observé de manifestation de rue pour le réclamer. On a eu de la chance. Parce que si le boson de Higgs avait été découvert en même temps que la mort de Johnny, on n'en aurait même pas parlé du tout. C'est ça le... Donc, au final. Ouais. Enfin, il aurait fallu les organiser de façon plus astucieuse pour que l'effet de l'une produise un effet sur l'autre. Ça se teste. Enfin, on rembobine et puis on teste. Je me tourne vers. Ou alors on aurait pu faire croire que la dernière question de Johnny sur son lit de mort, c'est qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs? Ouais. Et là, on aurait pu lancer un truc. On y pensera la prochaine fois que quelqu'un meurt, on regarde ce qui est découvert récemment et on fait croire que c'est lui qui l'a demandé. Voilà. Bonne question. Guillaume, qu'est-ce qu'on met dans la pause, la seconde pause? On va vous diffuser. Alors, il y a Zone 42, qui est un groupe de vidéastes de Nancy, qui ont une série, dans Zone 42. Et demain, le 10 mai, ils font une projection au cinéma. Et donc, on vous met la bande-annonce de leur projet qui est vachement cool. Voilà, on les aime bien. Et on revient dans combien de temps? On sait pas, mais très vite. Voilà. Merci. Vous êtes content? De quoi aviez-vous peur, enfant? On arrive. Les monstres. Ça n'existe pas. À quoi ressemblent-ils réellement? Où se cachent-ils? Vous bossez pour Zone 42 aussi? Comme les monstres, les héros ne ressemblent jamais à ce qu'on attend. Parfois, ils ont l'air cons. Zizi. Oula, bon. Zone 42, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles. De toute façon, ils ne peuvent pas ne pas nous rappeler. Hein? Ok, t'as 5 secondes. Ok, pour ça. Mathilde, c'est moi la journaliste qui vous a envoyé le mail. On a un tueur télépathe qui nous menace et qui sait tout de nous. Bravo! Peut-être parce que je suis la seule personne en ce moment qui vous fait confiance, qui croit en ce que vous faites. Ça compte pas, ça. Alors, partie 3. L'actualité brûlante des origines. Sur quoi les gens travaillent à l'heure actuelle dans les labos. Éventuellement, est-ce qu'il y a dans le monde de la philosophie des idées chaudes sur ces thématiques-là? S'il n'y en a pas, on va parler d'autres choses, hein, mais il y a forcément une actualité un peu de ces questions-là, plus ou moins.
Je sais pas bien, en fait. Une actualité sur la question des origines de l'univers. Est-ce qu'il y aurait actuellement une controverse en science sur l'origine de quelque chose? Voilà. Pour voir comment ça se passe, comment se règlent les controverses sur la question. Alors, on a parlé en ontologie ou législatif. Est-ce qu'on a une controverse de ce type-là aujourd'hui qui n'est pas résolue? En science, oui. Enfin, en physique, oui. Il y a les gens qui pensent qu'il y a une matière noire, d'autres qui pensent, ils sont beaucoup plus minoritaires, qui pensent qu'il n'y en a pas et qui qui tentent de modifier les lois de la gravitation pour expliquer ce qu'on observe sans imaginer de matière noire ou d'énergie noire. Et ça a un impact direct sur la question de l'origine de l'univers lui-même, puisque ça impacte le statut des lois. Mais sinon, je vois pas de controverse sur la question de l'origine elle-même pour l'univers. Il y en a sans doute à propos de l'origine de l'homme. Mais l'origine de l'homme, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une origine absolue, c'est une sorte de généalogie. Il peut y avoir des controverses sur la succession des étapes, sur l'indépendance des filiations. Mais là, je suis pas compétent, je peux pas. Mais au mois d'août, on va parler d'une façon générale, de l'arbre de l'humain en fait. Donc on va parler de ça. Non, mais d'une façon générale, la question qui se retrouve dans toutes les façons de formuler un problème d'origine, c'est est-ce que l'origine fait partie de la chose dont elle est l'origine? Je vais vous c'est-à-dire, est-ce que l'origine, vous l'entendez comme une cause première, ou est-ce que vous l'entendez comme les fondements logiquement premiers qui permettent l'apparition d'une chose? Je vois que vous comprenez pas, donc je vais donner un exemple. L'origine du langage. C'était un sujet qui a passionné les gens au XIXe siècle. Il y a eu tellement de manuscrits de propositions que la Société de linguistique de Paris a fini par changer ses statuts pour dire qu'elle n'examinerait plus les textes qui parlent de l'origine du langage. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiguïté sur le terme. Il y a des gens qui cherchaient ce qu'on pourrait appeler un proto-langage, c'est-à-dire la première langue parlée dont les 6000 langues aujourd'hui parlées seraient les héritières. Il y aurait une première langue qui se serait diversifiée. Et donc, ils cherchaient là l'apparition du premier langage, qui est un événement qui a eu lieu quelque part sur la Terre, à un endroit précis, à un moment précis. Okay. Et puis il y en a d'autres qui cherchaient non pas la première langue, mais les conditions anthropologiques, environnementales, intellectuelles, cérébrales, culturelles, qui ont fait qu'à partir d'un certain moment, des groupes humains ont commencé à émettre des sons qui ont fait du sens. Et évidemment, si on cherche ça, on va chercher quelque chose qui est délocalisé. Ça a pu se produire à plusieurs endroits différents, à des moments différents. Et c'est pas un processus qu'on puisse dater, puisque c'est une longue évolution qui a permis de passer des onomatopées initiales à un langage articulé, parce que les gens n'ont pas parlé comme Victor Hugo d'emblée, quoi. Oui, donc il y a une transition. Et vous voyez que selon la première hypothèse ou selon la seconde, ce que vous cherchez est de nature complètement différente. Dans un premier cas, vous cherchez la première langue. Dans le second cas, vous cherchez des conditions d'apparition d'un langage de plus en plus articulé. Des gens vous diront que c'est la chasse. La chasse dangereuse, elle oblige à échanger des informations. Les gars crient, mais petit à petit, les cris sont interprétés comme ayant du sens, etc. Et ils sont mis à parler par nécessité, ou bien d'autres disent que c'est parce que l'homme a besoin, l'homme il a accru, non pas tellement en puissance, mais en intelligence, disons, mais il a gardé le besoin de dormir. Donc comment on fait pour dormir tranquillement quand il y a des bêtes sauvages? Ben, il faut des types qui soient capables de faire le guet, de vous prévenir en cas de danger. Ça suppose une transmission d'informations. Peut-être que le langage est né de ça. Enfin, j'en sais rien, moi, mais je vois qu'il y a des hypothèses qui circulent. Et vous voyez qu'il y a une ambiguïté du mot origine, fondement logiquement premier, ou qui se retrouve dans l'univers primordial. Il y a des gens qui vont vous dire, ce qu'on cherche, c'est l'instant zéro. Voilà. Le premier instant. C'est un peu le problème des... D'autres qui vont vous dire, non, je cherche les conditions qu'avait l'univers quand il était jeune. C'est pas du tout la même question. Donc, en gros, le mot, un peu comme le mot atome, quoi. Une fois qu'on a la réponse, on croit qu'on sait ce qu'on demandait. On va le dire comme ça. Mais on va le dire exactement. En fonction de la réponse qu'on a, on croit qu'on a compris la question. On va le dire absolument comme ça. Écoutez, c'est bien. C'est une synthèse magistrale. Vous pouvez me citer. Hein, écoutez, pas de problème. Est-ce qu'on a des pseudosciences sur le... Enfin, on a forcément plein de gens qui ont plein de théories fumeuses, mais est-ce qu'on a des pseudosciences entre guillemets installées et qu'on peut appeler pseudosciences sur la question des origines en physique, en chimie, sur le fonctionnement de la matière ou de l'univers?
Bon, je sais que c'est votre spécialité, donc Plus je ou moins, vais mais être voilà. prudent, mais On est moins expert en physique que vous, hein, donc allez-y. Hein. non, mais quand un scientifique parle, c'est lui qui parle. C'est-à-dire, imaginez ce que la science dirait si elle pouvait parler. C'est quand même un truc dont personne n'est vraiment capable. Et donc, à chaque fois que vous commentez la science, vous dites sans doute autre chose que ce que la science dirait si elle pouvait parler. On trahit un peu. Donc, on pourrait dire que tout discours scientifique est déjà une forme de pseudo-science. Ah bah non, parce que 77, c'est terrible. Parce Non, mais que par là, exemple, tout le monde va. Étienne Klein, il a dit que c'était toute la science pareil que nous. Non, c'est juste pour vous montrer que c'est pas simple de savoir ce qu'il faut dire quand on parle de science. D'accord. Voilà. Et que le livre dont vous avez parlé, c'est un livre dans lequel je cite tout le temps Wittgenstein, parce que Wittgenstein, c'est celui qui a alerté en philosophe sur les jeux de langage. Et le fait que quand nous parlons, nous disons des choses auxquelles nous ne pensons pas vraiment et qui vont charrier avec elles des a priori clandestins que nous ne maîtrisons pas. Et du coup, par exemple, quand vous parlez du temps, est-ce que votre façon de parler du temps physique n'est pas contaminée par tous les discours qu'on entend sur le temps qui viennent de la langue telle qu'on la parle quotidiennement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien certain que vous n'injectez pas dans votre discours sur la science des choses qui viennent du langage et non pas de la science? Voilà une question, à mon avis, délicate. Et comme la science, elle s'est créée en rupture par rapport au langage, pensez par exemple le temps de Newton, que propose Newton, le temps physique de Newton, c'est un temps qui n'a aucune des propriétés que le langage attribue au temps. Il est indépendant de ce qui se passe dans le temps, il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps, on peut pas lui mettre de qualificatif parce qu'il est le même pour tous les phénomènes, etc. Mais on parle jamais de lui comme ça. C'est-à-dire nos discours habituels viennent contaminer nos discours de scientifiques. Et donc, évidemment que la science est la science. Mais j'insiste sur le fait que la dire avec des mots, c'est toujours, pour être bien fait, quelque chose qui nécessite un travail critique sur le langage. Parce que la langue ne dit pas déjà la science. Et donc, si vous voulez dire la science par la langue, il faut creuser une langue étrangère dans la langue pour créer des espaces dans lesquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui viennent de la science. Parce que typiquement, souvent, les pseudosciences, c'est des jeux de langage, en fait. Des gens qui vont prendre des analogies, qui vont dire qu'il y a du quantique dans la conscience, donc du coup, on peut voir nos vies antérieures parce que c'est quantique. Ta gueule. Hein. Et le problème, et là, c'est que ce que vous dites, on a la conscience, c'est justement, il y a une différence de qualité dans la manière de parler de la science entre ceux qui font l'effort de se rapprocher au mieux des vraies prémices et des vraies non, mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être un très grand scientifique et mal parler de la science. J'ai un exemple. Voilà. Et quand on en parle mal, on va enquister dans la culture des idées fausses. Parce qu'on a mal parlé. C'est pour ça que la question de comment on doit dire ce qu'on sait, c'est une question éthique. Alors que souvent, on dit l'éthique, ça se pose au moment des applications. Est-ce qu'on fait des centrales nucléaires? Est-ce qu'on fait des cellules souches? Est-ce qu'on fait de la biologie de synthèse? Est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle? Voilà à quel niveau on commence à poser des questions éthiques. Mais ça commence en fait dès qu'on tente de dire ce qu'on sait. Camus. Si on le dit mal, il y a des revues scientifiques qui ont des accroches en une, qui sont mensongères. Mais c'est des revues scientifiques. C'est un peu du putaclic version science. Quand vous trompez avec une couverture ou un titre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sous-entendez que la vérité nue n'est pas intéressante. Et donc, la vérité n'est intéressante que si on la déforme. Alors que la vérité toute nue en magazine, on irait acheter, avouez. La vérité toute nue. Oui. Ça sera beau. Ouais. Mais, on la voit rarement, ceci dit. Bon. Je vous donne un exemple, si on a une minute. Oui. La mécanique quantique. Aujourd'hui encore, on trouve dans les manuels le principe d'incertitude de Heisenberg. Et voilà ce qu'on dit. Mon fils m'a montré ça. Le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit, donc il parle, nous dit qu'on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. On a tous lu cette phrase. Comment est-ce qu'on la comprend quand on a 17 ans, 18 ans? On comprend qu'une particule a une vitesse et une position bien déterminées,
Mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les mesurer. Donc la mécanique quantique limite notre pouvoir de connaître. Elle crée du flou. Le monde devient fou parce qu'on ne peut pas faire des bonnes mesures. Et c'est un contresens abyssal. Ce que dit la physique quantique, c'est qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Donc une particule n'est jamais un objet ayant une vitesse et une position bien déterminées. Et donc si on ne peut pas les mesurer, c'est pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, c'est parce que ces propriétés n'existent pas. C'est pas du tout le même message. Or ce message, il a été inventé pour faire croire que la révolution quantique était simplement une évolution. On a les mêmes objets qu'avant, les corpuscules, mais on ne peut pas les connaître aussi bien qu'avant. Alors que c'est une révolution ontologique qui vous dit les objets qu'avait identifiés la physique classique sont des objets qui n'existent pas. C'est pas du tout le même message. Bah, typiquement, ça ressemble... Cette façon de dire, c'est enquisté dans la culture depuis 90 ans. Non, mais je renonce et à couper. On n'arrive pas à l'extirper. Et je connais des gens qui répètent cette phrase parce que c'est commode. Pourquoi? Parce que quand on l'a dit, on est compris. Oui. Mais quand vous dites cette phrase, c'est pire que de faire de la pseudo-science. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pire parce qu'on on a des cas, mais je comprends pourquoi vous dites pire. Ça de votre point de vue. Mais ça ressemble un peu à la question que je posais sur est-ce qu'il y a des choses qu'on échoue à faire comprendre malgré tout. Cette phrase-là, typiquement, en effet, je suis comme tout le monde, j'ai du mal à imaginer qu'elle dit autre chose que le sens banal qu'on y voit, quoi. Donc typiquement, pourquoi est-ce que ça reste dans les manuels encore cette manière de présenter? Je sais pas. C'est quand même dommage. Ben non, je sais pas d'où ça vient. Bon, on saura pas. Je sais pas pourquoi on parle encore de dualité onde-corpuscule dans les bouquins. Je connais personne qui parle de dualité onde-corpuscule dans les labos, comme s'il y avait cohabitation du onde et d'un corpuscule dans les objets quantiques. Donc, l'expression dualité onde-corpuscule, c'est pas scientifique. Mais non, c'est un collage. Ça sort d'où? C'est un collage. C'est Louis de Broglie. C'est un collage. C'est le vrai qui est 1923. Ouais, mais il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. C'est périmé, quoi. Ouais. Non, mais par exemple, des choses qu'on a du mal à faire comprendre. C'est la question. Ça peut être des choses très simples. Par exemple, la chute des corps. Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Ensuite, il y a Newton qui arrive, loi de la gravitation. La force d'attraction entre deux corps est proportionnelle au produit des masses divisé par le carré de la distance. On connaît tout ça. On connaît tout ça? Ok. Ça va. D'ailleurs, on verrait, cette formule qu'on attribue à Newton n'est absolument pas dans les Principia. Ce n'est pas la formule. Mais ce que comprend Newton, en fait, le plus important qu'il comprend, c'est ça la vraie loi. C'est que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Ce qui vaut pour les corps qui tombent vaut aussi pour n'importe quel objet en orbite par rapport à un autre sous l'effet de la gravitation. Voilà ce qu'il a compris à la fin du XVIe siècle. XVIIe siècle, pardon. Maintenant, vous prenez un étudiant qui connaît la loi de Newton. F égale G, MM'. Vous lui dites, voilà, la Terre est attirée par le Soleil par le biais de la gravitation. Très bien. Et ça tourne, trajectoire elliptique, ils savent faire le calcul parfaitement. Maintenant, vous leur dites, je remplace la Terre par une cacahuète. À la place de la Terre, je mets une cacahuète. Quel est le mouvement de la cacahuète? Il y en a un tiers qui vous envoie la cacahuète à l'infini. Il y en a un tiers qui la font tomber sur le soleil. Il y en a un tiers qui est vaguement sans opinion. Et puis un quatrième, enfin non, il y a 3 tiers. Non, mais c'est l'inflation, c'est bon. Alors que la réponse, c'est la cacahuète a la même trajectoire que la Terre. Vous saurez? Okay. Non mais attendez, la cacahuète. Ce que je veux dire, c'est que Newton a compris ça. Nous, on a vu Thomas Pesquet sortir de sa capsule sans partir à perpète. Pourtant, il n'a pas la même masse que sa capsule. Donc on a sous les yeux que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation est indépendante de la masse. On a vu le film Gravity, que Newton n'a pas vu. D'accord? Et donc, on en a plus vu que Newton, mais on en sait moins que Newton. C'est-à-dire que malgré Newton, on continue à avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation, avec l'idée que la trajectoire des corps dans un champ de gravitation dépend de leur masse. On vit avec cette idée. C'est mes intuitions. Donc vous voyez, je pourrais vous dire, ce qui est difficile à expliquer aux gens, c'est la théorie des supercordes, etc.
Mais même ça, c'est difficile. D'accord. Bah non, mais c'est une... Alors moi, j'aimerais revenir dans le passé. En juin 2015, je vous ai posé une question lors d'une conférence qui était à Nancy. J'étais jeune et impressionnable, donc apparemment, j'ai pas été clair dans ma question, que j'ai pas de réponse, donc je la repose. Mais j'ai pas du tout répondu ou j'ai répondu à côté? J'ai pas compris le lien entre la réponse et la question. Mais peut-être que la question, du coup, je vais la reposer plus ou moins pareil, mais en bégayant moins. Vous avez droit à une deuxième chance, mais il n'y en aura pas 3. En gros, mais en plus on en a parlé en coulisses, donc je ne suis pas un traître. Cela dit, est-ce que on sait qu'il y a un déterminisme, donc vous avez le démon de la place, donc la place estime que si à un moment donné une entité est capable de connaître l'emplacement de toutes les particules et leur vitesse, alors il peut estimer quel sera l'état du système à un temps T. Donc ça, c'est le déterminisme. L'état à T1 détermine l'état qu'on aura à T3 à T1000. T1000, c'est marrant. Et la question, c'est est-ce que ce déterminisme implique un nécessitarisme, dans le sens où l'univers n'a pas du tout le choix de ce qu'il fait, et du coup, j'augmente ma question d'autre chose pour cadrer avec le thème initial. Est-ce que si on est capable de déterminer l'état initial du temps zéro, pour le vrai, enfin ce qu'il y a avant le mur de Planck, machin, est-ce que ça veut dire que tout était fixé et que la question que je pose aujourd'hui, elle a été fixée il y a 15 milliards d'années et que donc en fait nous vivons un instantané à l'échelle de l'univers, donc tout était déterminé, donc en fait il n'y a pas de temps, c'est une illusion. Bon, ma question est un peu chaude, donc je vous laisse vous débrouiller. J'étais en train de réfléchir aux raisons que j'avais pu trouver pour ne pas répondre à la question, et je pense que ces raisons étaient parfaitement légitimes. Sûrement, mais malgré tout, je la pose quand même. Non, mais d'abord, le déterminisme, c'est pas la même chose que la prédictibilité. Alors, d'accord? Il y a les systèmes chaotiques, etc. D'autre part, il y a la mécanique quantique dans l'affaire. Donc les lois sont déterministes, mais quand vous faites une mesure, vous rompez le déterminisme. En plus, il peut y avoir du contingent. Il peut y avoir des événements contingents. Par exemple, aujourd'hui, on découvre beaucoup d'exoplanètes. Et on a tendance à penser que plus on les découvre, plus la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs est grande. Par l'argument statistique. Plus il y a d'exoplanètes, plus il est probable qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. Est-ce que ce raisonnement est juste? Ça a l'air juste. Non. Il y a de plus en plus de gens, Jean-Pierre Bibring par exemple, qui le mettent en cause en disant il y a de la contingence, il peut y avoir eu une collision pour telle planète qui a produit une certaine distance pour elle par rapport à son étoile, qui fait que elle a pu, grâce à son atmosphère, absorber des variations de l'activité de l'étoile sans que son atmosphère soit détruite. Et vous voyez que la planète dans le système solaire, elle est assez exceptionnelle. L'atmosphère sur Mars, il n'y en a plus. Vénus, elle est à 400 degrés, etc. Donc on voit bien que la Terre, elle a il y a un réglage fin. Elle a pu garder la vie pendant 3,5 milliards d'années, alors que l'activité du Soleil varie de 7% par milliard d'années. Donc, vous voyez les conditions pour résister à une variation de la luminosité sans que la vie soit éteinte par soit un excès de lumière, soit une absence de lumière. Merci Gaïa. D'accord ? Donc, vous pouvez défendre l'idée que la vie est un phénomène non pas déterminé par des lois qui rendraient la chose plus probable si on trouve plus d'exoplanètes, mais que c'est un truc complètement bizarre, contingent, qui n'est apparu qu'une fois. Oui, mais s'il y a dans l'univers 11 planètes, il y a moins de chances qu'il y ait des que s'il y en a 11 milliards. La question que je pose, c'est est-ce que cet argument statistique est vrai ? On le saura une fois qu'on aura trouvé la vie ailleurs. Parce que les critères d'habitabilité qu'on nous vend sont quand même ridiculement... c'est des hypothèses. Faux. Mais de l'eau liquide, non, il ne faut pas que de l'eau liquide, il faut aussi que le rayonnement cosmique qui vient de l'étoile soit pas trop violent, etc., etc. Il faut une atmosphère. La liste, il faut de l'eau liquide, solide, enfin de l'eau dans les 3 phases pour que la vie soit possible. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je reviens, et pour finir, sur cette question de est-ce que, oui ou non, au moment du Big Bang, est-ce que si je prends la photo du Big Bang, je peux savoir ce qu'il se passe 1 milliard d'années après? Ou est-ce qu'il y a dans la matière même de l'univers une imprédictibilité? D'abord, il faudrait avoir les bonnes lois. Bon. Avant le mur de Planck, on les a pas. Donc, on n'a pas les bonnes lois. Bon, mais si on a, on a la photo après le mur de Planck, on a tout. Sur ce après mais comment sont ces lois? Est-ce qu'elles sont déterministes? Est-ce que les constantes fondamentales sont fixées? Alors c'est la question. Voilà. En fait. Donc, si vous prenez la théorie des cordes, elle fait fluctuer les constantes fondamentales. Et donc, toute la question est de savoir pourquoi les constantes se sont figées
aux valeurs qui sont celles qu'elles ont dans notre Et univers. cette fluctuation, elle n'est Voilà. pas prédictible. Ou est-ce qu'il y a des multivers dans lesquels les constantes sont autres, etc. Voilà, oui. Donc, votre déterminisme, vous le faites jouer dans notre univers ou vous le faites jouer dans tous les univers possibles. Oui, moi je fais tout. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est une question qui est formulée en termes laplaciens, alors que la physique d'aujourd'hui n'est plus laplacienne. Donc c'est ça en fait la réponse, c'est que juste la question se pose pas dans ces termes-là en fait. Ouais. J'ai eu ma réponse au bout de... C'était en 2015. Faut être patient. C'était en juin. Alors, on va vous demander pour les questions de bien vouloir vous rapprocher ici. Il y aura un micro qui va être donné. Donc levez-vous, déplacez-vous, comme ça vous pourrez poser la question et être à l'image et en même temps au son pour qu'on vous entende. Et pendant que vous vous déplacez, je pose une dernière question. Donc allez-y, déplacez-vous. On n'a pas parlé du tout de religion. Est-ce que sur la question des origines, il y a une opposition qui sans fin, ou est-ce qu'il y a un noma, est-ce qu'il y a un non-overlapping magisterial, est-ce que la religion et la science parlent de choses différentes, ou est-ce qu'en fait elles essaient de répondre aux mêmes questions? Bon, moi, j'aime pas trop répondre à ces questions-là. Désolé. Je vais quand même le faire, mais vous voyez bien que tout le monde parle de l'origine, mais personne ne l'a dit jamais. Ni les religions, ni la science. Elle croit qu'elles le disent. Non, mais peut-être, mais il y a une compétition pour savoir qui en parle. En fait, tout le monde en parle, mais personne ne l'a dit jamais. Si vous prenez la Genèse, par exemple, dans les 3 versions monothéistes, c'est un texte assez sublime, mais qui décrit quasiment rien. C'est un énoncé très incomplet. Quand vous le lisez, vous avez envie de poser des questions à celui qui l'a écrit. Est-ce que Dieu, pour reprendre ce mot-là, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait quand il appuie sur le bouton? Pourquoi il appuie sur le bouton? C'est pas dit. Est-ce qu'il a un projet en tête? Dieu a un Est-ce qu'il projet. sait ce qui va se passer? Dieu a un projet. Ou est-ce qu'il est surpris par ce qu'il découvre? Quelle est son idée? Mais ça n'est pas dit. Comment ça se passe concrètement? C'est pas dit. Est-ce qu'il pense à installer des lois physiques? C'est pas dit. Donc c'est un discours, c'est une narration, mais qui n'est pas du tout un récit de l'origine. D'accord? Et il est très incomplet. Et c'est pareil pour les discours scientifiques, qui partent toujours d'un déjà là, et qui ne parlent jamais de l'origine. Et vous voyez, il y a une forme de naïveté qu'on retrouve d'ailleurs dans cette discussion dont personne ne sait dire si elle a eu lieu ou pas. Enfin, la discussion a eu lieu, mais on ne sait pas si les propos que je vais rapporter là se sont vraiment tenus. Mais il y a une discussion au Vatican entre Stephen Hawking et Jean-Paul II. Et elle s'est terminée, c'est ce qu'on raconte, par Jean-Paul II disant à Hawking, Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang c'est pour vous, ce qui est avant c'est pour nous. C'est-à-dire, la religion s'occupe des causes premières, puis la science se débrouille avec les conséquences. Mais c'est un peu naïf. C'est un peu naïf. C'est-à-dire que tout le monde, dans ces affaires-là, fait preuve d'une certaine désinvolture langagière. Voilà, c'est ça que je reproche. Il y a une forme de vulgarisation qui est dans la désinvolture langagière. On parle de l'origine comme si ce mot était clair. On ne précise pas le statut des lois physiques. Le livre de Hawking dont je parlais, qui est un livre sur la théorie M, qui est une théorie qui englobe la théorie des cordes, enfin toutes les versions de la théorie des cordes. C'est un très bon bouquin. Sauf qu'à la fin, ils disent ce que je disais tout à l'heure, l'univers n'a pas besoin de Dieu pour être créé, la gravitation a suffi. La gravitation suffit, mais sans matière, sans espace, sans temps, sans énergie, les lois suffisent. Or, dans le livre qui précède cette conclusion, il explique très bien, ce qui est juste, que la gravitation n'est pas postulée dans la théorie des cordes. Dans la théorie des cordes, vous supposez simplement que les particules sont des cordes, dont la cinématique est régie par la relativité restreinte, et dont la dynamique est régie par la mécanique quantique. Et quand vous allez postuler ça, au miracle, c'est pour ça qu'on a cru que c'était la théorie du tout, vous voyez apparaître à une certaine échelle les équations d'Einstein de la gravitation. Donc la gravitation est une propriété émergente de la théorie. Bon, c'est ça qui fait que c'est une belle théorie. Mais après on vous dit la gravitation a suffi, alors que la gravitation est elle-même dérivée d'autre chose. Donc ça peut pas être l'origine. Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, ce qui est la définition qu'on trouve dans beaucoup de religions, alors si c'est la gravitation qui a créé l'univers,
ça veut dire que la gravitation, c'est Dieu. Donc quand vous tombez des escaliers, là, en fait, vous rendez une action de grâce. Bon, donc de la limite des mots qu'on utilise, hein. Bien, merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Nous avons une première question avec une personne qui a un t-shirt que je vous recommande, il coûte 20 €. Tu peux poser ta question. Est-ce que l'univers est plat? Oui. Pas la Terre, hein? D'accord. Bon. Non, l'univers est plat, oui. Il n'est pas plan. Et on parle de l'univers observable. L'univers observable est plat. C'est-à-dire que... J'aime bien les réponses rapides, non, c'est bien, c'est bien. Non, faut expliquer. Plat, ça veut dire si vous prenez 3 galaxies, ça fait un triangle. Et quand vous mesurez la somme des angles des triangles, du triangle ainsi constitué, ça fait 180 degrés. Alors que si l'espace était courbé, ça serait plus que 180 degrés ou moins que 180 degrés. Et c'est 180, c'est plat. Donc la courbure est nulle. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi c'est nul? Ça pourrait être n'importe quelle valeur négative, n'importe quelle valeur positive, c'est 0. Il y a des gens qui disent c'est 0, on n'a pas à poser la question du pourquoi des choses. Puis il y a des gens qui disent faut expliquer pourquoi c'est 0 alors que ça pourrait être n'importe quoi d'autre. D'où l'idée de l'inflation, une sorte de phénomène incroyable avant le mur de Planck, où les dimensions spatiales augmentent d'un facteur 10 puissance 50 en 10 moins 32 secondes. C'est une espèce de tac. Et dans cette hypothèse-là, une hypothèse ad hoc, si l'univers est plat, et je parle de l'univers observable, c'est parce qu'on en voit qu'un tout petit bout. C'est comme si on était à la surface d'un ballon, on est myope, dans notre environnement, c'est plat, parce qu'on voit pas le ballon. Donc, il est plat pour ce qui est de sa partie observable, ce qui ne veut pas dire que s'il y a une partie inobservable, elle soit plate également. Et qu'est-ce qu'on sait sur l'univers non observable? Rien. Rien? C'est rapide. Une deuxième question. Bonsoir. Vous avez au début de votre conférence expliqué quelque chose au sujet de l'expansion de l'espace et du fait que les corps, enfin si c'est le bon terme, qui s'y trouvaient, ils demeuraient immobiles, ou c'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, j'arrive pas à comprendre du tout. Voilà. Est-ce que c'est possible de l'expliquer ou... C'est que l'idée d'Einstein, c'est que la gravitation n'est pas une force qui s'exerce entre les objets dans l'espace, c'est une déformation de l'espace-temps. D'accord? Donc par exemple, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil sous l'effet de la gravitation, pour Newton, ça vient du fait qu'il y a une force attractive qui courbe la trajectoire de la Terre autour du Soleil, alors que pour Einstein, le mouvement de la Terre est un mouvement inertiel. La Terre ne subit aucune force parce que la gravitation n'est pas une force. Donc elle va en ligne droite. La Terre va en ligne droite. Mais on la voit pas aller en ligne droite. Enfin, ceux qui regardent le système solaire ne la voient pas aller en ligne droite. Et donc, quand on demande à Einstein comment vous expliquez qu'elle aille en ligne droite alors qu'elle a une trajectoire curviligne, et Einstein répond, c'est parce que l'espace est courbé. D'accord? Donc en fait, la Terre suit une métrique l'espace-temps est déformé par la matière qu'il contient, et c'est cette déformation qui fait que la trajectoire des corps est curviligne, alors même qu'ils ne subissent pas de force. La réflexion d'Einstein qui l'a mené à ça, si j'ai 2 minutes, je vais faire 1 minute. 1:30. 1:30. C'est un truc assez génial. Vous connaissez un des 3 principes de la mécanique, c'est le principe qu'on appelle le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force a une trajectoire rectiligne et uniforme. On a tous appris ça à l'école. La question c'est, qui a jamais vu un mouvement inertiel? Bonne réponse du public. Personne lève la main. C'est ça? En fait, personne n'en a jamais vu. Tous les mouvements auxquels nous assistons sont soit amortis, soit curvilignes. On n'a jamais vu un corps... voilà. Il y a toujours des forces de frottement, il y a toujours un amortissement, etc. Bref, on n'a jamais vu le mouvement d'un corps qui ne soit soumis à aucune force. Alors, à une époque, les gens disaient, mais si on va très loin dans l'univers, il n'y a plus de gravitation, et là-bas, les corps ont des mouvements inertiels. Sauf qu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a de la gravitation partout. Et donc, il n'existe aucun endroit dans l'univers
où, si on y met des objets, on puisse dire qu'ils ne sont soumis à aucune force. Et Einstein, quand il est jeune, il écrit un texte là-dessus assez incroyable. Il dit, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qui n'est observable nulle part et qui n'existe en aucun endroit de l'univers. Soit, dit-il, on démontre que la gravitation n'est pas une force. Auquel cas, un corps qui subit la gravitation ne subit pas de force, puisque la gravitation n'est pas une force, donc a un mouvement inertiel. Et tout le boulot qu'il a fait pendant 15 ans, qu'il a mené à la relativité générale, ça a été ça. Montrer que la gravitation n'est pas une force, ce qui sauve le principe d'inertie de l'accusation de ne pas être un principe observable. C'est vraiment génial. Et, non, le temps est écoulé, mais c'est génial. Einstein, c'est génial, oui, ça c'est pas un scoop, mais c'est quand même, faut quand même voir le. Mais de temps en temps, faire un petit rappel sur pourquoi c'est génial, c'est utile. Montrer qu'en fait, à l'école, on apprend des trucs. Enfin voilà, moi je me souviens que je me souviens très bien, j'étais en seconde, j'avais dit au professeur, qui était une dame charmante, j'ai dit mais ça on n'a jamais vu, c'est comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Et elle m'avait dit très gentiment que je manquais de sens physique. mais ce qui est vrai, mais moi c'est après coup que j'ai découvert que le principe d'inertie il a été énoncé pour la première fois au milieu du XVIIe siècle. Que avant Aristote dit tout ce qui est mu par quelque chose. Si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Mais on voit ça tous les jours. Si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Et voyez l'effort d'abstraction qu'il a fallu produire pour comprendre que quand la force s'arrête, le mouvement continue indéfiniment. C'est quand même incroyable ça. Ça veut dire que cette physique-là qui naît avec Galilée et Einstein est une physique qui contredit l'observation. C'est-à-dire que les lois physiques, toutes les lois physiques, sont des lois qui contredisent l'observation. Toutes les lois contredisent l'observation. Il n'y a pas une seule loi physique qui soit déductible de l'observation. Prenez la chute des corps. Vous faites tomber des bananes en même temps que des balles de ping-pong. Elles ne touchent pas le sol en même temps. Galilée arrive et dit tous les corps tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et il dit ils tombent à la même vitesse dans le vide, à une époque où, on ne sait pas faire le vide, 2, on discute de son existence. Et donc c'est pas en faisant des expériences ou des observations que Galilée a trouvé cette loi. J'ai pas le temps de vous raconter comment il l'a trouvé, mais c'est génial. Après cette dilatation temporelle via Einstein et Galilée. Non, mais il y a des gens qui disent que c'est la fin de la physique puisqu'il y a des big data, on va prendre des données, etc. Le réel va parler par des nombres, non plus par des lois, très bien. Maintenant, imaginez l'expérience de pensée suivante. On enregistre les vitesses, les positions, les accélérations de tous les corps qu'on peut faire tomber dans l'atmosphère. Des marteaux, des enclumes, du ping-pong, des balles de tennis, tout. Avec du vent, pas de vent, un parachute, pas de parachute. On enregistre tout. Et on demande à un logiciel d'inférer à partir de ces données des lois. Est-ce que ces logiciels seront capables, si toutes les mesures sont faites dans l'atmosphère, de conclure tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide? Ben non. Ben non. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que la physique moderne, elle est née sans données. On n'avait pas de données. Galilée, il ne pouvait pas mesurer la vitesse des corps qui tombent. Il n'avait pas les moyens. On n'avait pas de données. Et pourtant, on a trouvé les bonnes lois. Quand Einstein écrit les équations d'Einstein en 1915... On est reparti ? Voilà. Non, mais c'est juste parce que... Non, mais c'est intéressant. Mais ça, le problème, c'est pas intéressant, c'est facile de couper. Mais qu'est-ce que Einstein savait de l'univers en 1915 ? Alors, oui. Par rapport à aujourd'hui ? Mais rien. Bah, oui, moins. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. On ne connaît pas les forces nucléaires. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait rien, quoi. Il a les bonnes équations. Aujourd'hui, on connaît les trous noirs, les pulsars, les ondes gravitationnelles. On a beaucoup de données et c'est toujours les mêmes équations. Il faut réfléchir là-dessus. Parce que le temps tourne. Hein. Alors, une question intéressante ?
Il me semble en tout cas. Donc, bonsoir déjà, merci Étienne Klein, merci l'équipe Tronchambier pour cette superbe soirée. Alors je vais être peut-être hors sujet, je compte sur vous pour raccorder les wagons, je pense que vous n'aurez pas de problème à ça. Attention. Donc par rapport je pense que je vais toucher quand même à des questions de temps, d'origine du temps, etc., etc. Je vais parler de musique. Vous avez parlé de l'origine du langage, par exemple, et moi j'ai une conviction, on va dire, peut-être un raisonnement ontologique, on va dire, que la musique est un genre de toque de l'humanité, en fait, pour raccrocher à cette angoisse, en fait, qu'on a de la non-synchronicité des choses, de l'intuition qu'on a de la relativité. Vous parlez souvent des Rolling Stones. Moi, je vous ai entendu dire même que les Stones c'était pour les physiciens et les Beatles c'était pour les philosophes. Alors, j'aimerais bien que vous commentiez. Je n'ai pas de questions à proprement parler. Ah, si. J'ai lu un truc comme quoi les Rolling Stones ce serait mieux, mais c'est autre chose. Bon. Alors, disons que c'est mieux parce qu'ils jouent encore, mais. Ouais. Oui, enfin, c'est une question de point de vue, encore une fois. Moi, j'ai pas compris du tout la question, donc c'est bon signe. Alors, la question, c'était qu'il n'y a pas de question. J'aimerais bien que vous commentiez, que vous abordiez un peu la question frontalement de pourquoi on a constamment, nous, êtres humains, aussi besoin de se confronter au temps, parce qu'en fait, on a la sensation de vouloir se synchroniser avec une pulsation, de vouloir s'inscrire dans le temps, de vouloir avoir un son qui démarre, etc. Enfin, c'est Étienne Klein, philosophe, évidemment, auquel je m'adresse. Ce n'est pas le physicien. Je vois vous frotter le visage, ça m'inquiète un petit peu. Je suis un peu nerveux. Il faudrait être anthropologue là pour le coup. Là, pour le coup, je sais pas très bien répondre à cette question. Pourquoi on a besoin de la musique pour disons synchroniser notre rapport au temps avec quelque chose d'extérieur, c'est ça? Je sais pas. Il faudrait demander à Keith Richards. Mais sinon, on peut l'inviter. Vous avez l'adresse? Moi, j'ai une question simplement inverse, que je vous adresse plutôt. C'est qu'est-ce qui fait qu'une suite de sons est interprétée comme étant de la musique? Si Vled Tapas était là, il serait heureux. Et ça, c'est non mais ça c'est ouais. c'est une question assez profonde. J'ai lu un livre de Francis Wolff sur cette question, dans lequel il défend l'idée que la musique se distingue d'une suite de sons par le fait qu'elle internalise sa cause. Je veux dire par là que quand vous avez une suite de sons ou de notes, elles sont produites par un instrument. Donc la cause des notes, c'est l'instrument. Toujours. Mais quand vous écoutez la musique, vous oubliez l'instrument et vous avez l'impression que la cause d'une note qui advient, c'est la note précédente. Et donc la causalité, au lieu d'être extérieure au flux du son, s'internalise dans le flux même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Merci pour ce dialogue. Il faut vraiment qu'on accélère, parce que moi j'ai une dernière question à poser après. Okay, je vais essayer de faire vite. Déjà, oui, il a des notes, moi j'ai peur. non, ça va être court. C'est un papier avec plein de lignes. Oh, yeah. Donc déjà, merci pour votre intervention et merci à l'équipe, malgré le retard. Donc ma question, c'est est-ce que la question de l'origine ou des origines est pas plutôt liée à notre ignorance? Je m'explique. Par exemple, la question de savoir si la Terre a des bords a disparu à partir du moment où on a compris qu'elle n'avait pas de bords, c'est-à-dire qu'elle était sphérique et qu'en allant tout droit, on revenait au même point. Est-ce qu'il peut pas en être de la même manière avec le temps? C'est-à-dire qu'en allant tout droit dans le futur, en l'occurrence, on reviendrait vers le passé, en repassant éventuellement par la singularité. Je pense aux travaux de Carlo Rovelli, je lis beaucoup en ce moment, etc. Ce qui présuppose un univers éternel et infini. Et j'en viens à ma question, c'est si la physique a un problème avec la question des origines, est-ce qu'elle n'a pas aussi un problème avec la question de l'infini ou de l'éternel? Mais l'hypothèse que vous faites, elle a été formulée, même théorisée par Stephen Hawking dans sa description d'un univers sans bords, mais au prix de l'introduction d'un temps imaginaire. Et en effet, c'est un modèle cosmologique qui dissout la question de l'origine, en disant finalement la topologie même empêche de penser la question. Sans déconner, temps imaginaire, il y a plein de gens qui font des théories à la seconde là. Ils sont en train de faire des théories. Temps imaginaire, c'est au sens des nombres complexes. Je comprends bien, mais on revient au sens des mots, c'est-à-dire que quand on entend expression pareille, ça chante dans la tête, quoi. Donc il y a plein de gens qui vont vouloir faire des théories. Ce qui répond du coup à la question de la musique. Mais tout est lié et tout est relatif. Non, mais quand une question est embarrassante ou quand une question ressemble à un mystère, on peut toujours trouver des moyens de l'écarter par des solutions ad hoc. Si le but de ce raisonnement, c'est d'éliminer la question de l'origine parce qu'elle est embarrassante, ça ne prouve pas que cette solution est la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on choisit des solutions qui vont dans le sens de notre confort intellectuel que ça les valide. Ça suffit pas.
Et le confort intellectuel fait partie de votre pessimisme. L'humain préfère le confort à la vérité. Et ça, je coupe pour connaître la question. Je pense que une des raisons pour lesquelles on a du mal à diffuser la science, à mon avis, c'est que, c'est pas moi qui le dis, c'est les neuroscientifiques qui disent que une des fonctionnalités du cerveau, c'est quand même de garantir, quand il est sain, le confort psychique. Et donc les idées qui nous dérangent sont des idées qu'on a du mal à intégrer. Ce qui est assez normal. Et je pense que c'est ce que disait Bachelard. Faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est accepter des idées ou des évidences ou des lois qui contredisent toujours ce qu'on pense spontanément. Tout à fait. Est-ce qu'on a envie d'être contredit en permanence? Non. Non. Je vous dirai pas le contraire. Voilà. Et donc, quand Coiré dit, vous avez cité Coiré, non. Non. Oh non. Faire de la science, faire de la physique, ou le pari de la physique, dit Coiré, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on peut expliquer le réel empirique par l'impossible, c'est-à-dire des lois dont l'énoncé nous semble impossible quand on les entend. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les lois sont des lois qui correspondent à des énoncés qui contredisent l'observation. Donc elles nous semblent impossibles. Et ça demande que le cerveau soit capable de se mettre en porte-à-faux par rapport à lui-même. Et ça met dans une sorte d'inconfort, ou bien d'excitation, ça dépend des profils psychologiques. La connaissance coûte, quoi. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'entendre ces choses parce qu'elles sont dérangeantes, pour le confort. Dernière question. Et après j'ai la mienne. Alors je vais peut-être boucler avec un propos qui a été fait vers le début de la conférence. Vous avez évoqué à un moment le livre, je crois, de Lawrence Krauss, A Universe from Nothing. Oui. Moi, ça me fait penser du coup à la conférence qu'il avait fait, je sais plus où, qui était du même nom, où il avait commenté la possibilité théorique que l'univers soit plat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et en l'occurrence, il a fait le commentaire en disant que théoriquement, on s'attendait que l'univers devait être plat, parce que dans ce cas-là, l'énergie totale de l'univers devait être nulle. J'avoue que ce propos m'a surpris la première fois. Ouais, après, on peut trouver des tas d'arguments ad hoc pour expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Mais moi, j'ai une objection sur le titre même. C'est-à-dire que le nothing dont il parle, c'est le vide quantique. Or, le vide quantique, c'est pas rien du tout. C'est l'espace-temps avec les particules dans l'état d'énergie minimale. Le vide quantique, c'est pas du tout vide. Mais je crois que son objection à lui, c'est de dire que on n'est pas sûr que le rien puisse exister. Est-ce que peut-être que le rien, le néant, c'est ça? Non, mais le vide quantique, c'est pas le rien. Mais le rien, c'est quoi? Donc, on met pas comme titre, The Universe from Nothing, puisque justement, il n'y a pas de nothing. Est-ce que ça pourrait être un mot qui vient de l'éditeur? Vu que oui, les éditeurs, non, c'est lui. D'accord, c'est juste pour savoir. En conférence, ouais. Non, il le défend. Lui, il défend l'idée que je parle vraiment du rien. Il défend l'idée. Oui, mais justement, moi je trouve qu'on joue trop avec les mots. C'est-à-dire que, oui, on parle du vide comme ça, le vide. Bon. Mais si le vide n'est pas rien, c'est-à-dire si le vide est quelque chose de particulier, alors il est précisément ce qu'on ne peut pas retirer quand on fait le vide. Or, on dit toujours, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Oui, tout sauf le vide. Parce que si on enlève le vide, il reste plus rien. Or, le vide n'est pas rien. Autrement dit, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Autrement dit, c'est une notion qui n'a de sens que si vous avez une théorie physique qui vous dit ce qui existe. Et le vide dont on parle va dépendre de la théorie. Le vide de la physique de Newton, c'est pas le vide quantique. Et on revient au mot, hein. Et oui, on revient au mot. Et je trouve que on mélange ces trois mots, néant, vide, rien. Je n'ai envie de rien, d'ailleurs, ça va ensemble. Néant, vide, rien. Ouais, néant, vide, rien. Ouais, je n'ai envie de rien. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai une question sur les mots. C'est plus une question qui fâche. Il y a eu une polémique avec Étienne Klein. On vous a reproché, c'était dans ce livre-là, hein, le mot plagiat a été balancé. Donc, je vous ai demandé si ça vous dérange pas qu'on en parle. Vous m'avez dit, au contraire, j'ai tout qu'à dire. Donc, pour une fois, je tombe sur quelqu'un qui a le courage d'en parler. Mais je pense que, parce que il y a des gens qui ont été déçus. Ils se sont dit, ah bah non, Étienne Klein, machin, on l'aimait bien, j'ai pas passé des choses. Ouais. Il y a d'autres gens qui voient pas le problème. Et il y a des gens qui vous aimaient pas, qui depuis vous aiment pas plus. Mais est-ce qu'on peut se défendre d'une accusation de plagiat? Et si oui, comment on fait? Et puis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, alors, d'abord, moi, je vous remercie d'avoir posé la question. Mais en fait, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler des heures.
Alors ça tombe mal. Donc il faut préciser la question. Mais en gros, quand même, l'affaire, c'est que dans ce livre, il y a 143 citations. Et j'étais accusé de plagiat sur 4 paires de guillemets. Je crois que c'est 4 ou 5. Mais ouais, dont une qui était une fausse citation. Mais il y en a que je conteste formellement. Bon. Et en fait, il y a eu un article qui m'accuse de plagiat de scientifique et de plagiat littéraire. Il se trouve que les scientifiques qu'on m'accuse d'avoir plagié, c'est des collègues de travail. Gilles Cohen-Tanogy, qui est dans mon labo, Michel Spiro, qui, voyant cela, ont tous écrit au journal pour dire c'est n'importe quoi, il n'y a pas de plagiat, etc. Et leurs lettres n'ont jamais été publiées. Ensuite, il y a une commission qui a examiné mon cas, qui a conclu que mon intégrité scientifique était totale. Le rapport de cette commission n'a jamais été rendu public pour une raison simple, c'est que la commission n'était pas légale. La commission, c'était quoi? Ensuite, c'était qui? C'est parce que j'avais été nommé président de l'IHEST et le ministre a nommé une commission. C'est un peu comme si le président de la République aujourd'hui nommait une commission au niveau de l'Élysée pour discuter du cas de monsieur, d'un ministre qui est accusé de viol. Oui. Il y a une justice en France, d'accord? Et les affaires de plagiat doivent être traitées par le tribunal de grande instance. Jamais personne n'a porté plainte. Donc il n'y a pas eu de jugement. D'accord? C'est pour ça qu'on peut pas se défendre. Il aurait fallu que moi je porte plainte pour diffamation, ce qui coûte 15 000 €, et fait un procès 3 ans plus tard, c'est-à-dire un moment où c'est inutile. Maintenant, sur les plagiats dits littéraires. Bachelard, Zweig. Bachelard. Alors, par exemple, quand vous dites « le ciel était bleu comme un miroir sans teint, d'une infinie transparence ». C'est une phrase qui est dans Bachelard. Ouais. Moi, j'ai beaucoup lu Bachelard au moment où je rééduquais ma voix. Quand j'ai été à Faune pendant 2 ans, j'ai lu du Bachelard à voix haute pendant... Il y a des phrases que vous connaissez, mais vous êtes incapable de dire d'où elles viennent. Et si j'avais dû mettre des guillemets, est-ce que vous pensez que j'aurais gardé la phrase? Je raconte mon arrivée dans un village, je dis le ciel était bleu comme un miroir sans teint, entre guillemets, comme le disait Bachelard. Non. Bon, certains vous diront, vous auriez dû le faire. Non. Bon je vais faire l'avocat de... Voilà. Mais voilà, simplement, si vous prenez un logiciel anti-plagiat, et que vous avez accès à toutes les bases de numérisation de tous les livres qui existent, vous pouvez accuser n'importe quel livre d'avoir du plagiat. Moi, j'ai reconnu le plagiat, enfin le plagiat, pas le plagiat volontaire, j'ai jamais recopié des phrases. Mais quand vous prenez des notes dans des carnets, vous les remettez sur ordinateur, vous savez pas que vous allez les utiliser un jour, et vous mettez 10 ans à écrire un livre, et ça ressort. Et j'ai pas fait le travail de regarder tout ça. Mais je l'ai fait, du coup, après coup, sur d'autres livres, pas les miens, mais ceux des autres. Ah. Et je peux vous dire que l'avenir, il est à la paraphrase. C'est que les gens, pour échapper au logiciel, vont prendre les idées et puis déformer, enlever 2-3 mots, changer un peu pour échapper à ça. Et donc. Mais peut-être que c'est plus honnête. Non, mais moi j'ai quand même pris un avocat, non pas parce qu'il n'y avait pas de procès, j'ai pas eu besoin d'un avocat. J'ai quand même demandé à un avocat de prendre toutes les accusations et de regarder lesquelles sont plaidables selon la jurisprudence. Il m'a dit aucune. Et vous voyez bien que le mot plagiat, il fait mal parce que c'est le même mot selon que vous pompez un livre de 100 pages ou selon que vous pompez une expression littéraire. Bon, moi je pense que il y a des phrases, on m'a accusé d'avoir, par exemple la phrase qui est dans le livre, quand Einstein part aux États-Unis, je dis, parce qu'il conteste la mécanique quantique, enfin son interprétation, il était comme une source qui désapprouve l'itinéraire du fleuve. Une source qui désapprouve l'itinéraire du fleuve. C'est une belle phrase. Belle phrase. Voilà, on est content. Oui. Mais on me dit, cette phrase est dans un livre de Cocteau. Mais moi, j'ai jamais lu Cocteau. Et cette phrase, comment je l'ai apprise? De la bouche de Bernard d'Espagna, qui était mon maître, avec lequel j'ai écrit un livre sur la mécanique quantique, dans lequel il y a cette phrase. D'où lui-même tenait-il cette phrase? De Louis de Broglie, qui était son directeur de thèse. Vous avez remonté. Et Louis de Broglie, est-ce qu'il l'a inventé ou est-ce que c'est un dicton? Quand je dis, par exemple... Est-ce que Cocteau a lu de Broglie? Parce que peut-être que c'est là, en fait. Ah, c'est peut-être là, ouais. Mais quand, par exemple, quand je dis le diable se cache dans les détails. Ah, alors, c'est de qui, ça? C'est de qui, ça? Mettez des guillemets ou pas? Et quand vous dites l'éternité, c'est long de se trouver à la fin. Woody Allen. Et ben voilà, l'erreur. Ah. Mais non. Non. Mais non. Ah non? Justement. Mais non. Damned. Mais non. Mais attendez. Si vous allez mettre Woody Allen et vous n'aurez aucun ennui. Mais en fait, est-ce que c'est de Woody Allen? Ah, c'est vrai. Pourquoi cette phrase, on la trouve dans l'os Samuel de Pierre Dac? Pourquoi on la trouve dans le château de Kafka? Oh merde.
etc., etc. Faut que On la je change trouve ma bio. partout. En fait, elle est dans ma bio, cette phrase. Autrement dit, attendez, trouver l'origine d'une phrase qui est une sorte de dicton, c'est très difficile. Ok, c'est très très difficile. Et contrairement à ce que croient beaucoup de gens, quand vous dites une phrase scientifique, mettez pas de guillemets. Si je dis que la Terre est ronde, je mets pas des guillemets et comme l'a démontré Eratosthène. Je dis la Terre est ronde. Si je dis que l'énergie se conserve, je dis pas qui l'a dit la première fois. Si je dis que l'entropie d'un système ne peut que croître autour du temps, je mets pas des guillemets pour dire c'est une phrase de Max Planck dans sa thèse. D'accord ? Donc le statut des phrases scientifiques n'est pas le statut des phrases littéraires. D'autre part, il y a un principe de droit en français qui est que les idées sont libres de cours. Les idées sont libres de cours. Ce qui veut dire que vous pouvez reprendre une idée. Personne ne peut s'approprier l'origine d'une idée. Ce qui est couvert par les lois contre la contrefaçon, c'est la façon de dire. La façon de dire. Est-ce qu'il y a, pour finir, une chose, une idée, bon, on a fait le tour, hein, mais est-ce qu'il y a une idée importante avec laquelle vous voulez que les gens repartent maintenant et sur laquelle ils devraient pouvoir penser, méditer, réfléchir, par rapport aux origines, par rapport à tout ce qu'on a dit? Mince. C'est la colle. Une idée. Ne pensez plus. Écoutez, partez sans penser. Bah, l'idée, c'est que votre dernière question, c'était quand même une très très bonne idée, quoi. C'est ça le message. Chacun va partir avec l'idée qu'il a envie d'avoir, sans que je la détermine en aucune façon. En gros, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Soyez libre, mais pensez. Écoutez, merci beaucoup, Étienne Klein, d'être venu jusqu'à Nancy. Alors, moi j'ai des remerciements à faire, donc on vous a remercié. Il faut qu'on remercie la ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy qui nous aident de manière générale pour la logistique et notamment pour qu'on ait accès à cette belle salle Rographe. Merci beaucoup. Je tiens à remercier mon équipe qui est là. Alors, d'abord, Vlad qui n'est pas là mais qui était là sur le chat et qui est le chanteur de la chanson que vous avez eue dans la pause numéro 1. Est-ce qu'on peut refaire un coucou à Vlad et coucou à Serra? Ils sont dans la salle. Alors moi je veux aussi remercier donc, le chef d'orchestre de la soirée, c'est Guillaume, et il était entouré de Gabriel qui s'occupait du son, de Morgane et des modérateurs du chat. On a Pierre et Lise qui ont pris des images, et on a Loki qui a ma foi prêté sa voix à l'éditorial, et c'était fort bien. Bravo à lui. Et merci à vous d'être là. En fait, vous avez pris vos jambes, vous êtes allés dehors, vous vous êtes mus. Et vous êtes venus, et du coup c'est vachement sympa pour nous en fait que vous soyez là, et pour vous. Je pense que les gens qui sont sur les réseaux doivent venez nous voir, c'est vachement sympa. Et puis si vous venez ou pas, vous pouvez nous aider. On a un compte Helloasso, on a un compte Tipeee, c'est là. Globalement, on en a besoin. Si vous vous demandez est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un euro ou deux par mois, on va les prendre. L'association en a besoin pour fonctionner. Donc, on peut continuer que si on est aidé en partie par vous. Donc, n'hésitez pas, hein, il faut le faire. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais dire. Je pense qu'on est, voilà. Il y a des gens qui ont dit, quand on a annoncé Étienne Klein, ils ont dit c'est le boss final. On va quand même essayer de continuer à faire des émissions malgré tout avec des invités quand même intéressants. Mais merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et je veux une dédicace avant la fin. Voilà. Bonne nuit.